Les amis, parlons Star Wars, je suis ravi de vous retrouver, j'espère que vous avez passé un excellent Noël, que vous avez été gâtés sous le sapin avec beaucoup de cadeaux Star Wars bien entendu, que vous passez d'excellentes fêtes de fin d'année et je suis ravi de vous retrouver car il est temps maintenant de faire enfin le bilan de cette année 2025. Oui. Qu'est-ce que tu fous là ? Dans la catégorie chaîne YouTube la plus absente de l'année, je remets le trophée à Clément pour la chaîne Parlons Star Wars. Eh ben écoutez, c'est avec un grand plaisir et un grand honneur que vraiment j'accepte cet award. Véritablement, ça fait plaisir. On est en période de fin d'année, donc c'est les awards, hein, c'est un peu ça. Bon, effectivement, oui, bon, tu me taquines, c'est gentil, mais écoute, je trouve personnellement le moment très mal choisi. Ça te fait pas plaisir ? Ah ben, écoute, ça me fait très plaisir, mais je suis en train justement de tourner un bilan. D'accord, de tourner une vidéo sur le bilan de cette année 2025 de Star Wars. On va revenir sur absolument tout, sur tout ce qui s'est passé. On va revenir chronologiquement au fil de l'année comme ça, sur les grosses sorties bien entendu, les grosses annonces. Donc on va revenir sur Skeleton Crew, on va passer par la Star Wars Célébration à Tokyo, Andorre. On va faire un petit point sur la réaction, les réactions du fandom, les critiques, mais également surtout les audiences de ces différentes séries. On va ensuite parler des animations Star Wars, des animés Star Wars, Vision Volume 3, Tales of the Underworld, Lego Star Wars bien entendu. Et on aura aussi une petite page littérature. On va faire un petit tour de toutes les sorties iconiques un petit peu de l'année Star Wars côté littérature et notamment roman. Et puis on finira avec les annonces toutes fraîches là de jeux vidéo notamment. Et on parlera aussi de la grosse rumeur qu'il y a eu sur un film sur Ben Solo qui aurait pu sortir, qui malheureusement est un projet maintenant avorté. Bref, le bilan de cette année 2025 dans l'univers Star Wars, c'est parti! On a commencé les premiers jours de 2025 avec une très belle série, pour moi une très belle surprise, un petit peu sous-cotée cette série, avec le final de Skeleton Crew, parce que bien entendu on a démarré la diffusion de Skeleton Crew fin 2024, mais le final est arrivé le 14 janvier 2025. Côté histoire, on se situe entre l'épisode 6 et l'épisode 7, et nous allons suivre le parcours de Wim, Neil, Fern et KB, qui mènent une enfance tranquille sur la paisible et isolée planète At-Atin, jusqu'à ce qu'ils se perdent dans l'espace sans savoir comment faire pour rentrer chez eux. On va donc découvrir leurs aventures pour pouvoir retrouver leur planète, notamment à travers leurs rencontres amicales ou beaucoup moins, comme un équipage de pirates sans foi ni loi, prêt à tout pour découvrir les mystères de la planète natale des enfants. On va rentrer dans le vif du sujet les amis, parce que effectivement, moi personnellement j'ai adoré cette série, je me suis jeté dessus, j'étais là les semaines à chaque fois de diffusion, vous avez pu suivre peut-être mes réactions et mes avis sur les différents épisodes de Skeleton Crew, mais apparemment niveau audience, c'était pas tip top. Vous n'étiez pas tous au rendez-vous les amis, visiblement. Donc en gros, bon, je pense que si vous êtes sur cette chaîne, c'est qu'à mon avis, vous êtes quand même relativement fan et vous avez sûrement été voir ce que ça donnait, Skeleton Crew. Mais en termes de chiffres, c'est déjà compliqué à trouver un petit peu les audiences, parce que les différents instituts sont pas au point, je trouve, par rapport au streaming et par rapport aux différentes plateformes. Donc entre celles qui te calculent le nombre de minutes consommées un petit peu et celles qui essayent de te calculer le nombre de vues véritablement uniques, des chiffres que bien entendu vous vous doutez Disney Plus ne donne absolument pas. Surtout donc, si ça ne les arrange pas trop. Bah, et c'est ce qui à mon avis se passe. Donc du coup, effectivement, on est obligé de faire des calculs nous-mêmes pour essayer de ramener ça en nombre de vues, parce que le nombre de minutes, je trouve que ça fausse complètement le calcul. Donc on parle de VC, d'équivalent en visionnage complet. Vous prenez la totalité des minutes consommées par les gens, par vous, par nous, regardez sur Disney+, et ensuite vous le divisez
par le nombre de minutes totales du programme. Je préférais mettre les choses au clair tout de suite parce que on va reparler des EVC quand on va parler d'Andor, ça va être très intéressant. Bon, donc pour commencer par parler de minutes visionnées, selon l'Institut Luminate, on est autour de 200 millions de minutes, un peu moins de 200 millions de minutes de moyenne par épisode pour Skeleton Crew, et on peut voir qu'effectivement c'est en dessous des standards des séries précédentes qui étaient Ahsoka et The Acolyte. En termes de VC, donc de vues, parlons de vues tout simplement, on se retrouve à un peu plus de 7 millions de vues en moyenne par épisode. C'est la série Star Wars la moins regardée à ce moment-là, depuis le début des séries Star Wars sur Disney+. Et honnêtement, ça fait mal, parce que moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé cette série. Je trouve qu'elle a énormément de qualité. Bon, elle a effectivement, je pense, un final qui est peut-être un poil décevant. Bon, de toute façon, on va pas revenir sur nos avis, hein, parce qu'on a déjà fait des vidéos avis ultimes. On vous les conseille, allez-y, on a fait une vidéo, bien entendu, avis ultime sur Skeleton Crew. Mais toi, bon, si tu peux résumer un petit peu ton avis avant qu'on rentre véritablement dans le détail. Mais, non, c'est une série qui est sincèrement excellente d'un point de vue, je trouve, écriture, du scénario, surtout des personnages, casting des personnages. Moi, je trouve que il y a peut-être le timing de sortie de la série qui a pas été chouette en fin d'année, les périodes de Noël. C'est à double tranchant. C'est un peu à double tranchant. Ouais. Parce que c'est vrai que les sorties cinéma, les gros blockbusters sortent souvent au mois de décembre. Mais je sais pas si en série, bon, visiblement, ça a pas bien fonctionné. Et il y a quand même un aspect important qu'on avait déjà évoqué, sur lequel il faut revenir. C'est la mauvaise, je trouve, communication de Disney sur la série, ou du moins le manque de communication. Il y a eu trop peu de panneaux, de pubs. Je trouve qu'ils y croyaient pas à cette série, et à mon avis ça se ressent dans les EVC du coup dans les vues, vues. Parler de vues, et c'est triste. Je pense qu'il y aurait peut-être eu forcément des audiences qui n'auraient pas été tonitruantes, mais je trouve que la communication n'a pas aidé. Effectivement, je pense que tu as raison sur la communication. C'est clair que ça a été un facteur qui a pêché. The Acolyte, par exemple, je trouve, a plutôt été bien vendu. Il y avait pas mal de spots publicitaires. Je me souviens, dans la dernière ligne droite, j'étais à Londres, et je me souviens, il y avait tous les bus qui étaient logotés, The Acolyte, etc. Pour le coup, Skeleton Crew a rien vu. La campagne de communication était un peu... elle était absente complètement. Donc c'est sûrement ça, mais faut pas se cacher derrière ça non plus. Derrière les fêtes, etc. Le calendrier de sortie et tout. Vous l'avez vu sur le graphique. C'est une Bérésina depuis Mando saison 3. Il n'y a aucune série Star Wars qui arrive à faire venir vraiment un nouveau public, et même les fans boudent quand même les séries, je pense. Et ça a payé Skeleton Crew, je suis persuadé, ça a payé la grosse déception de The Acolyte. Ouais. Comme à l'époque, Solo avait payé, ça sortait 6 mois après, c'est à peu près pareil, hein, ça a payé la déception sur l'épisode 8. Ouais, je pense qu'à mon avis, c'est ça qui a joué. Ce qui est d'autant plus frustrant, en plus, c'est que j'ai l'impression que la critique est un peu unanime en disant que c'était une bonne série, super honnête, qui était assez originale. Et donc, par exemple, sur Rotten Tomatoes, on est à un taux quand même assez important. On est sur 92%. C'est vraiment pas rien. C'est une des meilleures séries Star Wars sur Rotten Tomatoes. Sur IMDb, on est sur 7,1 sur 10. C'est une note tout à fait honorable. En plus, il n'y a pas un énorme final, il n'y a pas un énorme climax sur cette série, mais on le sentait dès le départ que ça allait pas être un truc de fou avec un reveal, avec une connexion incroyable à la saga, etc. Donc généralement, tu sais, les notes IMDb, c'est la moyenne des notes des épisodes. Donc forcément, les notes remontent avec des épisodes finaux, tu vois, qui sont qui viennent augmenter drastiquement la moyenne, et là c'est pas le cas. Exactement. Donc on est sur des épisodes qui sont un petit peu linéaire en termes de notes, mais ça prouve une qualité globale moyenne, tu vois, de la série. Et vraiment, moi, j'ai un petit sentiment un peu de mal au cœur de me dire il y a un peu d'injustice quand même sur cette série, et le fait que les gens aient pas été la voir. Dites-nous en commentaire si vous avez vu Skeleton Crew, et encore une fois, allez voir notre vidéo avis ultime pour essayer de débattre avec nous, bien entendu. Et éventuellement vous enthousiasmer de ce qu'on a dit. Bien entendu. Bon, après, on est en avis 100% spoiler, bien entendu. Donc, allez voir la série avant quand même. C'est mieux. C'est mieux. Parce qu'on est véritablement sur l'essence de Star Wars, avec Skeleton Crew, c'est-à-dire une ambiance feel good pour enfants,
mais enfants, Comme nous. grands enfants hein, aussi bien entendu, mais cette vibe un peu années 90, les Goonies, je parle à ceux qui bien entendu n'ont pas vu la série bien sûr, hein, mais on retrouve cette patte, Spielberg, Lucas, l'école un peu Amblin, production, voilà, tous nos films d'enfance pour ceux qui ont grandi dans les années 90-2000, et 80 aussi pour les grands enfants pour le coup. donc voilà, donc oui effectivement ça c'est vraiment, ça transpire cette série et c'est parfait pour les fêtes. Quelque part c'était, moi je trouve que la période était plutôt bien choisie, donc c'est parfait. Si jamais là vous n'avez toujours pas vu Skeleton Crew les amis, que vous savez pas trop quoi regarder en Star Wars, lancez-vous. Allez-y, c'est parfait pour les fêtes de fin d'année. Passons maintenant au mois d'avril avec le rendez-vous de tous les fans mondiaux de Star Wars. Il y avait cette année effectivement une Star Wars célébration et pas n'importe où, à Tokyo, au Japon, du 18 au 20 avril. Alors cette édition, c'était la 16e. Il y a eu 105 000 visiteurs venus de 125 pays différents. C'est 8% d'augmentation par rapport à la dernière édition de 2023 à Londres. Où on était, on va pas se mentir, on est très content à chaque fois. Dès qu'on peut le placer, on le place. Hein, je sais pas si t'as remarqué. Toujours, on en est fiers. Donc il y avait 26 heures de programmation sur les 3 scènes principales, 100 heures de panel et podcast pour les fans. Wow. Et au niveau des grosses annonces, c'est toujours le Lucasfilm Showcase, le premier panel, celui qui est en Celebration Stage. Tout le monde s'arrache un petit peu les places pour essayer d'être là-bas, bien entendu, mais c'est là que toutes les grosses annonces du week-end sont faites. Kathleen Kennedy et Dave Filoni ont donc annoncé l'arrivée prochaine sur nos écrans du nouveau film Star Wars Starfighter, réalisé par Shawn Levy, le réalisateur de Deadpool et Wolverine et Free Guy, qui était sur la scène de la Celebration Stage. Alors au niveau de l'histoire, voilà ce qu'ils nous ont dit, que ça allait être une aventure totalement indépendante. Tu m'étonnes, à mon avis, ils prennent plus le risque là de se connecter véritablement à la trilogie ou à la postlogie même. Voilà, ils essayent de s'en écarter un petit peu. Ça montre quand même le niveau de confiance qu'ils ont sur les futurs projets. En fait, quand c'est la première phrase, tu vois, qui pop sur de quoi ça va parler, bon, ça fait quand même un peu peur. Donc on sera environ 5 ans après l'épisode 9, donc effectivement on est sur une timeline jamais explorée, donc ça c'est quand même bien. Pas mal, on va avancer. D'ailleurs, à voir quelle correspondance, à mon avis, j'espère qu'ils vont se coïncider avec le film qui va avoir lieu sur Rey. Ah oui, la fin du dernier ordre, que se passe-t-il? Non mais qu'ils fassent pas, tu vois, comme sur la postlogie où les réalisateurs parlaient pas entre eux, où il y avait pas d'unité dans les histoires. Là, il faut qu'il y ait une unité. Donc voilà. Il y aura des nouveaux personnages, bien entendu, encore heureux. Et donc la star. L'arrivée un peu, le climax déjà de cette Star Wars célébration, c'est l'arrivée de Ryan Gosling en tant que tête d'affiche de ce nouveau film Star Wars Starfighter. Qu'est-ce que tu penses de l'arrivée de Ryan Gosling dans l'univers Star Wars, toi, Yayot? Inattendu, en un mot. Ouais, c'est vrai. Mais j'ai presque envie d'utiliser le mot énorme parce que moi, c'est un acteur, bien sûr, que j'aime beaucoup, qui me fait rire, qui m'a marqué dans plusieurs films, mais donc j'ai toujours eu une bonne image de lui parce que les films que j'ai regardés, je les ai généralement toujours adorés. Donc j'accueille ça vraiment d'un bon œil, je dirais. Et je pense que malgré ce qu'on peut penser, un acteur comme ça, est-ce qu'il pourrait bien se coller à l'univers Star Wars? C'est peut-être le moment justement, vu la période actuellement et le fait que les gens soient un peu dégoûtés par la licence, mais que en ce moment elle est un peu en perte de vitesse, clairement. Ouais, c'est exactement ça. Autant tenter des choses. Et bon, là, ils ont pas envie de prendre de risques, on l'a bien compris, sur un film totalement indépendant, etc., etc. Et prendre Ryan Gosling dans un rôle principal, moi je suis extrêmement favorable. On a vu avec Jude Law que ça a super bien fonctionné avec Skeleton Crew, c'est mon avis en tout cas. Alors en termes de qualité, je suis d'accord avec toi. En audience justement, c'était... Ah oui, on est d'accord, hein, je parle pas d'audience. Là de toute façon c'est difficilement comparable parce que ça va sortir au cinéma, donc voilà. On espère que ça sera pas un flop. Mais sur la qualité de jeu d'acteur, je pense qu'elle sera au rendez-vous. Faut-il qu'il soit bien dirigé, mais je pense que ce sera le cas. Et ça va être rafraîchissant, les premières images qu'on a vues, on a l'impression qu'ils sont sur un bateau, on voit la mer au loin, enfin c'est des choses qu'on n'a pas vues. Et moi je reste, voilà, je suis d'un naturel optimiste et je le suis pour ce film. J'espère que ce sera une bonne surprise en tout cas. Ouais, écoute, moi je suis pas un fanat hardcore de Ryan Gosling, je vais pas mentir. Autant de Jude Law, j'étais content. J'adore cet acteur. Mais bon, Ryan Gosling, je suis pas non plus
tu vois, sur la qualité de jeu d'acteur, je suis pas non plus subjugué Ne me force pas de par citer le des gars. films où il a été excellent. Ouais, Non, bon, mais je d'accord, plaisante, tu vas mais, toujours me citer des films, mais voilà, bon, j'attends vraiment de voir le projet là. Pour le coup, je suis pas, bien sûr, il a tout à fait sa place et tout. Bien sûr qu'on lui donne clairement sa chance, c'est une certitude. Mais j'attends de voir le projet parce que là, enfin, pour l'instant, on a trop peu d'informations sur le sujet du film. Starfighter. J'ose espérer qu'on va parler de combats spatiaux. Je pense que ça va être un petit peu ça l'objet du film. Ça serait grave si c'est pas le cas en tout cas, je pense. Donc non, voilà, je pense que ça va être ça l'important, ça va être le sujet du film, ce qu'ils vont vraiment nous apporter. Et j'espère, on se dirige là avec Mando et Grogu au cinéma, on se dirige vers une aventure un peu voilà fun, je pense, un petit peu légère. Donc si on pouvait retrouver un petit peu de profondeur dans un projet Star Wars, c'est ça quand même qui a fonctionné en termes de qualité, j'entends, avec Andor. Si on pouvait retrouver cette patte-là, alors peut-être pas de cette qualité-là, bien sûr, ça va être très compliqué, mais en tout cas une patte un petit peu plus profonde sur grand écran, ça me ferait plaisir. Je pense que ce sera clairement pas ce film-là. Je pense aussi. Entre le nom du réalisateur, hein, tu as cité les films qu'il avait réalisés, c'est sûr. Et le fait qu'il y ait Ryan Gosling, un jeune acteur et tout, moi je vois beaucoup plus orienté type Skeleton Crew à le film familial par excellence. T'as raison. Donc on verra bien, peut-être que ce sera une surprise et on a envie d'être surpris, mais j'avoue que j'y crois pas à ce côté profondeur, on verra. On a eu aussi une belle surprise côté animation parce que il va y avoir un nouveau dessin animé effectivement sur Disney+ qui va arriver en 2026. C'est Maul Shadowlord et c'est en plus ça a été annoncé par Sam Witwer qui est le doubleur un petit peu iconique de Maul en anglais bien entendu, mais qui est très impliqué dans l'univers Star Wars. C'est lui qui est allé sur scène, qui voilà a parlé un petit peu du projet. Il y a très peu d'infos pour le moment. Je sais juste, là j'ai vu est sorti très récemment qu'il allait avoir une série de comics qui va arriver en préquel de justement cette série animée qui vont sortir un petit peu avant la sortie de Shadowlord sur Disney+. Et donc du coup on va retrouver ce personnage iconique maintenant parce que quelque part mort après 2 phrases prononcées et 10 minutes à l'écran dans l'épisode 1 et au final Maul c'est un personnage qu'on aime beaucoup et qu'on va aimer je pense retrouver. Donc explorer un petit peu plus l'histoire de Dark Maul ou Maul tout simplement maintenant. Pour les intimes. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses toi, ça te hype un peu de retrouver Maul ou t'en as marre maintenant? Non, j'en ai absolument pas marre. Mais de quoi en ai-je marre dans l'univers Star Wars? Non, mais Maul, c'est un des personnages en plus qui m'a fait rêver. Comme vous le savez probablement si vous êtes des habitués de la chaîne, mais avec Clément, c'est Star Wars 1 qui nous a façonné, qui nous a fait découvrir l'univers. Donc Dark Maul, le méchant ultime dans l'épisode 1, on l'a à la fois détesté et en même temps adoré pour son côté super classe. Badass, ouais. Badass, et on sait qu'il est extrêmement adoré probablement par vous et par tous les fans de Star Wars en général. Son apparition dans Clone Wars, elle est c'est là qu'il a été bien légendaire. développé. Il a été bien développé dans Clone Wars. Tout à fait. Dans Rebels, il est pas là longtemps, mais le moment est légendaire. Ouais, c'est clair. Et puis j'ai envie de dire pareil pour Solo dans les dernières minutes du film. Tout à fait. Et tout de suite, on voulait une suite du film. Pour quelle raison? Parce qu'on voulait voir ce que Dark Maul il allait faire, quoi. C'est une certitude. Donc, c'est un personnage iconique qui finalement a été très peu à l'écran dans toutes les œuvres qu'on a pu voir de lui. En live action surtout. Surtout en live action. Donc du coup, j'ai un peu envie de dire vivement 2026 parce que moi je suis à fond. On sait pas exactement, je crois, quand la série va sortir dans l'année. Non, effectivement. Voilà, cela étant, j'ai hâte de ce projet. Et la dernière grosse annonce côté Star Wars Célébration, c'est la sortie d'une saison 2 de Light and Magic. Donc c'est le documentaire, la série documentaire sur ILM qui a été fondée par George Lucas et qui a servi aux effets spéciaux de Star Wars entre autres, mais qui a participé à E.T. et à beaucoup de films notamment de Steven Spielberg. Donc on va les retrouver là et il me semble que la période qui va être véritablement approfondie, c'est le passage au numérique. Il me semble que la première saison portait plus sur, tu vois, les animatroniques, les maquettes, etc. Et là, c'est le passage au numérique, donc ça va être très intéressant et on va se retrouver justement sur la partie prélogie et comment ils sont passés au numérique. Donc ça, j'ai vraiment hâte de retrouver ça. Surtout qu'ils ont déjà annoncé qu'en intervenant un peu récurrent dans le documentaire, il y allait avoir notre ami Jar Jar Binks.
Ahmed Best en personne. Ahmed Best en personne, donc effectivement, je pense qu'on va être très axé prélogie. Et Doug Chiang, bien entendu, qu'on avait eu qu'on a eu le plaisir de voir pour une petite photo à la Star Wars Célébration de Londres. Donc non, ça, on est vraiment ravis. Ça, c'est des petits bonbons. Si jamais vous n'avez pas regardé encore Light and Magic, allez-y, foncez parce que c'est vraiment très 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 passionnant. Bon, après, en termes d'annonces, ça n'a pas été non plus, tu vois, la myriade d'annonces révolutionnaires comme on avait pu avoir sur certaines éditions de la Star Wars Célébration. Ouais. Je pense que de toute façon, ils en gardent sous le pied pour la prochaine. Oui. On va en reparler rapidement. Mais je fais une petite liste un petit peu des présents quand même, des stars qui étaient là pour différents panels sur Andorre, sur tout ça. Donc, on a eu quand même Kathleen Kennedy, bien sûr, notre présidente adorée. Bien entendu. Bien sûr. Adoré de Lucasfilm. On t'aime Kathleen. Et pour Mandalorian et Grogu, on a eu Dave Filoni, Jon Favreau, Pedro Pascal et Sigourney Weaver qui étaient présents. On a eu aussi pour Andorre saison 2, parce qu'il y a eu un panel sur Andorre, il y a eu Tony Gilroy, Diego Luna, Geneviève O'Reilly, Denise Goff qui joue Dedra, Kyle Soller qui joue Cyril, Adria Arjona qui joue Bix. Ils étaient tous là quasiment. Et Alan Tudyk pour K2SO. Donc ils étaient quasi tous là. Il manquait Stellan Skarsgård. Oui, c'est clair. Mais je pense qu'il a un gros agenda, Luten. C'est possible. Mais effectivement, Luten, on t'aime. Luten forever. On t'aime. Côté Ahsoka. Ils ont parlé un petit peu d'Ahsoka rapidement de la saison 2, mais ils faisaient un retour surtout sur la saison 1. Donc il y avait bien Rosario Dawson et Hayden Christensen, qu'on adore bien sûr, mais bon, après ils étaient là aussi, parce qu'on va pas se mentir, c'est une industrie, la Star Wars Célébration. Donc là, au niveau photo, autographe, etc., je pense qu'ils ont rempli un petit peu le porte-monnaie aussi, on va pas se mentir. Ils ont par contre confirmé le remplacement de Ray Stevenson par Rory McCann, donc l'acteur qui jouait Baylan Skoll, qui est décédé malheureusement il y a quelques temps maintenant, mais Rory McCann le remplacera. Rory McCann, vous le savez, c'est celui qui jouait le limier dans Game of Thrones. Et donc, écoute, au niveau cast, je trouve que c'est pas con. Alors, le regretter Ray Stevenson pour le coup, parce que je le trouvais trop classe, mais vraiment parfait pour le rôle. Donc c'est vraiment triste qu'il soit pas là. Mais écoute, pour le remplacer, c'est peut-être la moins pire des options, non? Je sais pas ce que t'en penses. Oui, c'est vrai que Déjà, je suis content qu'ils mettent pas le perso de côté. Parce qu'il y avait quand même quelque chose à faire avec lui qui allait être, à mon avis, encore plus passionnant peut-être que Ahsoka et Sabine. À mon avis, c'est lui le plus intéressant. Et de toute façon, sauf erreur, la série, elle avait quand même été écrite plus ou moins pour 2 saisons. Oui. À moins que je dise une erreur. Mais... Filoni, il fait pas ça comme ça. Généralement, comme pour Mandalorian où ils avaient écrit un peu pour 2 saisons. Je pense que c'est pareil pour Ahsoka. Je pense qu'il savait là où aller, donc ce personnage, il est tellement charismatique pour pas être à l'écran dans la saison 2. Et effectivement, sur le choix de l'acteur, j'avais pas trop d'idées de qui pourrait le remplacer, mais je trouve aussi que, moi je l'ai vu que dans Game of Thrones, je crois, cet acteur, et je l'avais bien aimé. Il était à la fois insupportable et attachant, et donc du coup, je pense qu'il va être top. On a vu 2-3 visuels de lui, et honnêtement, ça passe bien. Ça passe bien en maître Jedi avec la lame rouge et tout, la barbe, ça passe très bien. Bon. Donc en plus s'il y a un jump un peu de temps et qu'on reprend pas, tu vois, à la minute juste après la saison 1, tu peux estimer qu'il a vieilli, donc ils peuvent même lui changer le look, tu vois, une barbe un peu plus longue, tu vois, quelque chose comme ça, et ça passera très bien. Donc de mémoire, ils sont en tournage, ou ils ont fini le tournage de la saison 2 d'Ahsoka. Donc normalement, c'est la prochaine série qu'on devrait retrouver en live action, bien sûr, sur Disney+. Et donc au final, une des plus grosses annonces, j'ai envie de dire que c'est la prochaine édition de la Star Wars Célébration, parce que ce sera 2027. Et bon, on va pas se lancer des fleurs, mais on l'avait senti, on l'avait dit depuis un petit moment. On s'était dit 2027, les 50 ans d'un nouvel espoir, donc les 50 ans de Star Wars, ça sera à Los Angeles, donc du 1er au 4 avril 2027. Et j'ai une question, tout simplement. On y va, Elliot, ou pas ?
Bien sûr qu'on y va. Et est-ce qu'on vous voit là-bas? C'est ça la question aussi. Alors, bien sûr qu'on y va. Il est très présomptueux, bien entendu. Vous vous en doutez, pas mon ticket, la billetterie a pas ouvert. Bien entendu, il y a un système de tirage au sort. Enfin, pas de tirage au sort, mais une espèce de file d'attente. Voilà, où on est un peu tiré au sort pour savoir quand est-ce qu'on peut acheter les billets, etc. Donc, c'est pas fait du tout. Mais en tout cas, on va essayer de tout faire pour y aller. Et si jamais on y va, on s'est dit que on essaierait de documenter ça avec un beau vlog. Donc, écoutez, on a le temps d'en reparler, bien entendu, on est sur 2027, mais c'est quand même l'objectif. Donc, espérons, rendez-vous en 2027 à Los Angeles pour la Star Wars Célébration et les 50 ans de Star Wars. On va parler maintenant du grand moment, du temps fort de cette année 2025 pour Star Wars. C'est bien entendu la sortie de la saison 2 d'Andor qui a été diffusée du 22 avril au 13 mai 2025. Donc, bien entendu, je vais pas vous faire de récap, mais pour ceux qui ne l'auraient pas vu, on suit Cassian Andor, l'un des héros de Rogue One, au moment de la création de l'Alliance Rebelle, pour en gros un épisode 3,5. Bon, on est sur une masterclass, il y a aussi notre vidéo avis bien entendu, on va vous résumer rapidement ce qu'on en a pensé, mais revenons un petit peu sur les critiques, comment ça a été reçu en critique et surtout en audience. Alors en termes de critiques, ça a été dithyrambique, je pense qu'on a tous été subjugués par la qualité de la série. Sur Rotten Tomatoes, on est sur 96% pour la saison 1, 97% pour la saison 2. On est vraiment sur un quasi perfect. 8,6 sur 10 sur IMDb, ce qui est vraiment une excellente note. Les 5 derniers épisodes sont tous au-dessus de 9,5. C'est du quasi jamais vu. On a la saison 2 d'Andor qui a fait la une de médias mais très connus, très reconnus dans la profession. La meilleure série télévisée de l'année pour Vanity Fair, révolutionnaire et magistrale pour Rolling Stones Magazine, le choix de la critique pour Variety, le meilleur projet Star Wars jamais fait pour Vulture et Rotten Tomatoes, le projet live action Star Wars le plus acclamé par la critique, tout simplement. C'est IGN qui le confirme. Je pensais pas pouvoir atteindre un tel niveau de qualité sincèrement sur un projet Star Wars, surtout depuis le rachat de la licence. Alors oui, la saison 1 nous avait vraiment scotché, c'est vrai, mais là on a vraiment passé un cap sur la saison 2 selon moi. C'est fou effectivement de faire une continuité comme ça entre la saison 1 et la saison 2 parce que c'était pas juste faire illusion. Ils ont réussi à prouver que, et Tony Gilroy l'avait plus ou moins dit en disant vous allez voir la saison 2, ça va être encore plus fou, elle va être encore meilleure. Et il nous a pas menti, c'était honnêtement dingue. Le fait que ce soit découpé en plusieurs arcs, j'ai trouvé ça intelligent. Oui, la diffusion était intelligente. Très intelligente, bien sûr, comme d'habitude, il y a eu des épisodes qui étaient un petit peu moins bien, mais on a eu de manière générale, c'était de la très 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 grande qualité. En termes de prix maintenant, parce que ça a été reconnu par les fans comme étant une excellente série, mais ça a été reconnu aussi par leurs pairs, par le monde du cinéma, par le monde des séries, le monde audiovisuel. Et donc IMDb recense à ce jour pour les 2 saisons 27 victoires et 110 nominations pour les plus grosses académies. Et c'est pas fini parce que pour la saison 2, il y a d'autres prix encore en 2026 qui vont être décernés. Après, pour les séries, normalement, la cérémonie un petit peu phare, c'est les Emmy Awards qui ont eu lieu le 15 septembre 2025. Et donc là, ça a été quand même la radia. Honnêtement, ils n'ont pas eu le titre de la meilleure série, mais il y a eu quand même 5 Emmy Awards de remportés pour meilleur scénario pour une série dramatique, meilleur costume fantastique de science-fiction. Oh oui. Meilleur décor pour une série historique ou fantastique, meilleur montage pour une série dramatique, meilleurs effets spéciaux visuels dans une saison ou un film, et ils étaient nommés sur 14 catégories, donc meilleure série dramatique, meilleure réalisation pour une série dramatique, meilleure performance vocale pour un personnage, c'était pour K2SO, meilleur montage sonore pour une série comique ou dramatique, meilleur mixage sonore pour une série comique ou dramatique, meilleure composition musicale pour une série. Ça, franchement, c'est vrai qu'elle était incroyable, la musique. Meilleure cinématographie pour une série. Meilleur acteur invité dans une série dramatique. Et c'était pour Forest Whitaker. Ça, c'était les nominations sans prix aux Emmy Awards. Mais bon, 14 nominations aux Emmy Awards, énorme, 5 prix. C'est quand même incroyable. Et on a Diego Luna qui est nommé pour meilleur acteur dans une série dramatique aux Golden Globes 2026. Ça montre quand même que la profession, le monde audiovisuel, le monde du cinéma a quand même vraiment plébiscité cette série et ce n'est que justice, honnêtement. Et là, ça fait plaisir pour le coup pour Disney Lucasfilm parce que on est suffisamment critique avec eux. Ils ont mis les moyens, ils sont récompensés
pas forcément en audience, on va en parler tout de suite, mais par contre, en termes de prix, en termes de reconnaissance, et ça fait plaisir. Parce qu'effectivement, on va parler du sujet qui fâche et des audiences. Alors, vous le savez, je vous en ai parlé pour Skeleton Crew, il y a effectivement différentes manières de compter. Il y a le nombre de minutes visionnées et le nombre de vues. Un peu, j'appelle ça de vues, c'est les EVC, l'équivalent en visionnage complet. Moi, je pense que c'est beaucoup mieux de parler en EVC qu'en minutes parce que tout simplement, on compare ce qui est comparable. En minutes de visionnage, par exemple, Andor, c'est le double de The Acolyte, quasi. Le double de The Acolyte ou de Skeleton Crew, et on va les comparer en termes de minutes. C'est comme si on comparait une équipe qui joue à 22 sur le terrain et une équipe qui joue à 11. C'est ridicule. Donc je pense que le mieux, c'est de rapporter tout ça en nombre de vues un petit peu unique, même si c'est un faux comptage. Vous avez pu peut-être voir dans la presse, dans des sites un petit peu internet, dire record d'audience pour Andor, notamment le démarrage avec plus de 700 millions de minutes visionnées, le final avec 931 millions de minutes qui a battu le classement Nielsen, qui était en tête du classement Nielsen, etc. Il faut qu'on pondère toutes ces informations-là. Le classement est faussé et ces articles-là, ils sont un petit peu obsolètes selon moi. Oui, ça bat Star Wars, Skeleton Crew et The Acolyte en nombre de minutes, mais encore heureux, j'ai envie de dire, avec le double de minutes disponible. Tout simple, 12 épisodes pour Andor saison 2, 8 épisodes pour les autres séries Star Wars. C'est ça. Et puis le nombre de minutes qui est un petit peu plus long aussi sur Andor. On a eu des épisodes d'1 heure. Ouais, ça fait plaisir. Ouais. Mais malgré tout, on a pu observer, même en nombre de minutes, un démarrage ultra poussif, peut-être le pire démarrage pour une série Star Wars. Donc c'est quand même très alertant. Alors ok, la saison 1 d'Andor avait eu du mal aussi à s'installer dès le départ. C'est un personnage qui était pas sexy, clairement, pour les non-fans, hardcore, quoi, on va dire. Donc il y a beaucoup de monde qui est passé à côté, mais la première saison ayant pris un peu d'ampleur, avec de bonnes critiques, on s'est dit peut-être que ça va embrayer du monde sur la deuxième saison. Et au final, le démarrage a été quand même très poussif. Malgré tout, on peut quand même noter, et c'est vrai, que c'est la seule fois où une série Star Wars a dominé le classement Nielsen notamment, avec le final de Mando saison 2, donc l'épisode final de Mando saison 2 s'est hissé en haut du classement de toutes les plateformes, etc. Au moment de la diffusion. Et là, le dernier arc, mais encore une fois, on parle pas d'un seul épisode, on parle d'un arc complet, et en termes de minutes, c'est vrai que c'était au-dessus de tout ce qui sortait ce moment-là. Mais je pense malgré tout qu'il y a eu un petit peu un concours de circonstances, qu'il y a eu un peu de chance, qu'il n'y ait pas eu de grosse sortie, tu vois, en face. Parce qu'ensuite, quand on parle en nombre de vues, on est sur la série la plus faible, malheureusement, en nombre de spectateurs, avec 6 millions et demi à peu près de vues par épisode en moyenne, et c'est une énorme déception. C'est une énorme déception de voir ça. Alors, on parle lors de sa diffusion, bien entendu, ça avait mal démarré clairement avec la moins bonne première semaine en EVC, en dessous même de Skeleton Crew, et le final bat Skeleton Crew et The Acolyte, donc la série gagne en puissance au cours de sa diffusion. Ça a été le cas aussi pour la première saison, mais malgré tout de très peu, ça devance The Acolyte. Après, le motif d'espoir, c'est la pérennité d'Andor. On a pu l'observer après la sortie de la saison 1, parce qu'il y a une bonne performance sur le long terme. On fait une comparaison avec Mando saison 3 et Ahsoka saison 1. 3 mois après le lancement, Andor avait rattrapé son retard sur Ahsoka. Et 1 an après, il y a une augmentation de 46% pour Andor, de 20% pour Ahsoka. Donc Andor dépasse le nombre de vues d'Ahsoka et rattrape même un petit peu Mando saison 3. La conclusion, c'est que c'est une super série, mais c'est une série de niche. C'est une série pour les puristes, c'est tout. C'était déjà un peu le cœur du projet, parce que c'est sûr que alors certes, Rogue One a eu une hype de dingue, donc c'est logique pas de dingue, de dingue. et justement, ils se sont dit, on va surfer sur la vague, on va faire une série, mais déjà le personnage de Cassian, comme tu l'as dit, c'était pas forcément celui sur lequel les fans seraient allés, et ça a très très bien marché, donc effectivement, ils se sont dit, on fait une saison 2 et on met les moyens. Mais est-ce que c'était pas un peu mort d'avance, le coup qui est beaucoup déjà, quand tu compares avec Skeleton Crew, je pense qu'une nouvelle série déjà peut capter
beaucoup plus d'audience. C'est un nouveau projet, les gens sont embarqués. Dès que c'est une saison 2, déjà, ceux qui sont passés à travers, les fans hardcore avaient vu la saison 1, évidemment, mais déjà, difficile d'aller choper à droite à gauche de nouveaux fans. C'est sûr, t'as Donc raison. je pense qu'en termes d'audience, je sais pas vraiment si ils y croyaient. Hein. Je pense qu'ils sont partis, à mon avis. Ils partaient perdants. Mais sur la fin, ils ont vu de toute façon, quand t'analyses et que tu vois les graphiques, où tu vois la lente descente entre Ahsoka, The Acolyte, Skeleton Crew, etc. Bon bah tu sens que ça va être très compliqué, comme tu le dis, pour une saison 2. Après ils se sont dit, bon, peut-être que la hype qu'il y a eu autour d'Andor et la qualité de la saison 1, ils se sont dit peut-être que ça va rattraper un peu le truc. Moi, je pense quand même, malgré tout, que au fur et à mesure, ça va dépasser Skeleton Crew, ça va dépasser The Acolyte, bien entendu. À long terme. Après, est-ce que ça va vraiment être au-dessus très fort de Ahsoka, par exemple? Je doute. L'avenir nous le dira. Ouais, Mais le problème, c'est que pour eux, le plus important, c'est de voir les chiffres dans les premiers jours. Oui, c'est ça. S'il n'y a pas de, ça c'est. À chaque fois, les chiffres que je vous donne, c'est aux États-Unis, bien entendu, puisque c'est là que c'est calculé, et c'est sur les semaines de diffusion. C'est ça le plus important. Mais je pense que vous le savez très bien, hein, pour voir si le programme y marche et pour savoir combien ils vont gagner. Et c'est comme les jeux vidéo d'ailleurs. Le but, nous, c'est de les acheter dans les premiers jours, les premières semaines. C'est là où vraiment ça met la hype et ça envoie un gros signal pour les développeurs, les producteurs, etc. Rattraper un programme un peu plus tard, il n'y a pas vraiment d'intérêt en fait. Bah, c'est compliqué. Après, pour des plateformes, tu peux avoir, je pense, un calcul à long terme. Tu te dis, sur ma plateforme, il y a quand même des contenus de qualité. Les gens vont y aller. Quand ils vont regarder une saison, ils vont découvrir la saison 1. Ils vont ensuite aller voir la saison 2. Enfin, tu vois, il peut y avoir un calcul à long terme comme ça. Mais effectivement, je suis d'accord avec toi, c'est un petit peu compliqué. Pour notre avis, allez voir la vie ultime, allez voir notre vidéo à vie ultime où vraiment on revient en détail sur tous les épisodes de cette saison 2 et on explique un petit peu notre ressenti et on essaye de décortiquer un petit peu les qualités véritables de cette série. Mais si tu devais résumer ton avis sur Andor, toi, qu'est-ce que tu dirais en quelques mots comme ça? Très rapidement, pour teaser notre vidéo à vie ultime. Oui, je considère, et je n'ai pas changé d'avis en quelques mois, que c'est la meilleure série Star Wars de tous les temps à l'heure actuelle. Et elle est talonnée de très près par The Mandalorian, mais même d'un point de vue plaisir, même si j'adore Mando, j'adore Grogu, j'ai été halluciné par Andor. Je me suis beaucoup retrouvé dans cette série, je sais pas pourquoi, mais ça m'a beaucoup parlé et moi j'ai vraiment adoré. Donc s'il y avait une saison 3, 4, 5, 12, j'irais les yeux fermés, quoi. Et pour moi, j'en suis resté scotché. J'ai eu du mal justement à passer à autre chose et à faire de nouvelles vidéos. Ça a fait partie aussi de mon absence un petit peu. C'est que j'étais un petit peu sur les fesses, pardonnez-moi l'expression, mais de la claque qu'on venait de se prendre et c'était difficile de passer à autre chose après Andorre. J'étais vraiment, marqué émotionnellement. Ça m'a vraiment embarqué. Et j'avais pas envie de passer à autre chose. C'est sûr que tu passes de ça au Lego, c'est pas. Et pourtant, on va en parler justement. Et justement, la transition est toute trouvée. On va parler tout de suite de Tales of the Underworld. Tales of the Underworld qui est sorti le 4 mai 2025, le jour du Star Wars Day, sorti pendant Andorre, donc à mon avis c'est ça aussi qui a fait qu'il est passé un petit peu en dessous des radars, j'ai envie de dire. Coupable, monsieur le juge. Personnellement, je l'ai pas pris directement, j'étais tellement omnubilé par Andorre que je suis passé à côté au début. Ouais, je pense comme beaucoup. Donc après Tales of the Jedi et Tales of the Empire, nous voilà avec Tales of the Underworld où c'est un petit peu la même recette. On suit deux personnages avec chacun un arc de 3 épisodes. Là, cette fois-ci, on s'occupait d'Asajj Ventress qu'on retrouve après son retour. J'ai pas trop envie de m'en occuper d'Asajj Ventress. On est d'accord, c'est plutôt elle qui s'occupe de nous généralement. Je pense. Mais donc on la retrouve après son retour dans The Bad Batch qui la réanimait un petit peu parce que on va en reparler, mais effectivement on pensait qu'elle était plus de cette galaxie. On se situe après l'épisode 3 et on va voir une partie de son parcours pendant la période impériale. Et de l'autre côté, on avait la backstory, l'origin story de Cad Bane qu'on a découvert dans Clone Wars et en live action dans le livre de Boba Fett. En termes de critique, sur IMDb, on est sur une note de 7,1 sur 10, donc c'est
plutôt une bonne note également. Il y a beaucoup de moins de votants, bien entendu, pour les séries animées, vous vous en doutez, plutôt que pour les séries live action. Il y a beaucoup moins de gens qui regardent, donc avoir des audiences, c'est tout simplement impossible. Notamment avec Rolling Stone et Variety. Ouais, je pense qu'ils ont un petit peu commenté, ils ont fait la une sur avec Asajj Ventress en couverture, bien entendu. À titre de comparaison, donc 7,1 pour Tales of the Underworld. Tales of the Jedi, c'était 8,1, donc quand même un point de plus, mais c'était la première série. Et puis voilà. Exactement. Et Tales of the Empire, c'est 7 sur 10, donc on est à peu près sur les mêmes notes pour cette nouvelle série. Moi, personnellement, j'aime bien ce principe des Tales. Je trouve que tu peux décliner un peu et parler un peu de tout, donc c'est pas mal du tout. Après, il y a, on va pas se mentir, des arcs qui sont de très bonne facture et des arcs qui sont un peu OSEF. Effectivement, moi, la première des choses, on va d'abord parler de Ventress, on va d'abord parler de ce premier arc, mais c'est que pour moi, il est décevant. Clairement, il est très décevant cet arc. Pour moi, il est même inutile. J'ai envie de te dire, il est ah non mais il est inutile. Ça dénonce. Oui. Non, on va en parler plus longuement, mais parlons-en. Commence. Tu sais quoi, commence. D'accord. Et moi, j'interviendrai. Vas-y, je t'en prie. Qu'est-ce que t'en as pensé de cet arc de Ventress? Je serais un petit peu plus mitigé. C'est-à-dire que j'ai trouvé qu'il avait des qualités, mais je pense que toi aussi, là, t'es très critique de prime abord, c'est logique. Cela étant, c'est vrai que c'est un personnage qu'on commence tous à beaucoup apprécier, Ventress, donc on avait envie d'en savoir plus. Je pense que vous le savez, il y a un roman qui est sorti il y a plusieurs années, Sombre Apprenti. Et bon, là, en fait, je pense qu'ils ont eu une épine dans le pied. Mais c'est ça. Mais c'est pas qu'ils ont une épine dans le pied, c'est qu'ils ont voulu redcon le roman. Ouais. Donc t'as un roman en plus qui avait l'air d'être un bon roman. On va pas se mentir, transparent entre nous. Je l'ai pas lu. Je l'ai pas lu. Je l'ai pas lu clairement. Par contre, on sait ce qui s'est passé. Mais je vous spoil. Bouchez-vous les oreilles si jamais vous voulez pas en entendre parler. Mais effectivement, Asajj Ventress meurt dans cette histoire. Elle a une histoire d'amour avec Quinlan Vos. Elle se sacrifie pour le sauver. Mais oui, mais c'est important pour en parler sur Tales of the Underworld parce que c'est ça le vrai sujet. Ouais. C'est que dès les premières secondes, on retconne tout de suite le roman. Alors ok, la scène est très classe. On voit Obi-Wan, on voit Quinlan Vos qui viennent sur Dathomir pour faire une espèce de cérémonie et laisser le corps d'Asajj Ventress avec le tombeau des Sœurs de la Nuit sur Dathomir. Ok, la scène, elle est très classe, mais tu viens tout de suite retconne déjà le roman. Donc ça déjà, ça me dérange. Si tu n'as pas envie, si Dave Filoni par exemple, il a pas envie que y ait la mort d'un de ses personnages et qu'il veut garder la main, ce qui est compréhensible, je pense, sur un personnage assez fort des séries animées et que tu veux pas la faire mourir dans un roman, mais à ce moment-là, tu valides pas à la base que dans le roman elle va mourir. Ouais. Tu vois, je trouve ça con de la faire revenir comme ça en 2 secondes sur une série. Pour ceux, et en plus nous on n'a pas lu le roman, mais moi je suis en colère pour ceux qui ont lu le roman et qui ont aimé le roman, parce que tu te dis bon, il se passe quand même un truc bien, un truc grave, mais un truc tu vois, où ça développe un peu des émotions, je pense, pour ceux qui l'ont lu. Et tu viens retcon le truc en une scène de classe, ok, mais en 3 secondes, c'est la première scène, c'est la scène d'ouverture. Et en plus, je suis désolé, je m'emballe. Je suis désolé, je suis un peu colère, mais cet arc d'Asajj Ventress, il m'a rendu fou parce que la seule motivation de cet arc, c'est de faire revenir Asajj dans l'univers parce que même elle n'a aucune motivation. C'est-à-dire que le premier des dilemmes, c'est la grande sœur de la nuit, c'est la mère Talzin, pardon, je cherchais son nom. C'est la mère Talzin qui lui dit « Est-ce que tu restes avec nous, avec tes sœurs, dans l'univers de Dathomir, etc. Ou est-ce que tu retournes à la vie, mais par contre, tu ne peux pas retourner et revoir Quinlan Vos. » Alors que déjà là, elle est en capacité de se dire, attends, Mère Talzin, vous la raclez sur moi. Mais en plus, non, mais le truc, c'est ça. C'est-à-dire que sa seule raison de vivre à ce moment-là, on le suppose, c'est d'être avec Quinlan Vos. Et donc, au final, déjà, je comprends pas ce premier choix, le choix qui déclenche tout. Le choix de dire, bon, ok, je retourne dans le monde des vivants pour faire quoi? Mais pour faire pour avoir une vie de merde pendant l'occupation impériale, quand on la retrouve dans une
une planète paumée, à faire... Ça, c'est vérité, ce que tu dis. C'est les 5 premières, enfin c'est la première minute de. Donc déjà tu te dis, ok, cet arc il ne sert à rien du début. Alors ok, ils nous l'ont réintroduite. On va peut-être avoir des super histoires avec elle derrière. Je serai le premier avis. J'aime bien ce personnage. Bien sûr. Il nous introduit aussi un nouveau personnage, un jeune Jedi qui fuit l'Ordre 66 et donc qui va avoir besoin de l'aide d'Asajj Ventress. Mais voilà, déjà je voulais parler de ça au début, mais franchement la première minute m'a rendu dingue déjà. Ouais. Non, mais ça résume bien l'arc parce que bon, il y a des choses à dire, mais il n'y a pas non plus 12 milliards de choses à expliquer sur cet arc et sur cette série. Je fais juste une parenthèse. Moi, j'aime beaucoup que Tales revienne tous les ans. Je trouve ça très sympa ce format. Par contre, les épisodes sont de plus en plus courts. Je pense que vous l'aurez noté. Là, de temps en temps, on a des épisodes de 10 minutes, presque générique compris. Ouais, mais bon, là, fallait pas s'éterniser, je te dis. Ouais. En tout cas, pour Ventress, effectivement, l'arc est décevant, je te rejoins. Je suis plus mitigé parce que, peut-être que je suis trop un fanboy, mais parce que je trouve le personnage stylé, que j'aime bien son côté. On sait que son cœur, il est divisé en deux. Elle a quand même, on sent qu'elle a un bon fond, mais bon, elle a fait aussi beaucoup de mal. Et en fait, j'aime bien ce personnage un petit peu torturé par ses sentiments, etc. Raison. Donc, je trouve que c'est sympa. On pourrait l'explorer plus, mais là, sur 25 minutes au total ou 30 minutes au total en live action, c'est pas forcément évident. Et en animé, tu veux dire. En animé, pardon. Et en plus, c'est vrai que l'histoire de l'arc est finalement pas très intéressante. C'est là où je te rejoins, en fait. Ils ont voulu introduire un Jedi. L'idée était pourquoi pas sympa de dire un jeune Jedi. Donc, c'était aussi pour, je pense, favoriser le fait que c'est un personnage qui a du cœur, qu'on l'apprécie pour son empathie, qu'on connaissait pas trop. Donc ça, c'est plutôt bien développé. Mais c'est vrai en fin de compte, à la fin, c'est pas très intéressant. Ce qui est sympa, c'est qu'on nous parle du passage. Voilà. Donc c'est le seul élément. Voilà, où tu fais, oh, bien. En plus, ça fait un lien avec la série Obi-Wan. On se dit, c'est très très sympa. Autant, on espère en savoir peut-être un peu davantage, apprendre de nouvelles choses. Et en fait, on n'apprend rien. Et à la fin, à la fin, eh ben non, j'y vais pas. Finalement, je reste à casa. Donc on n'apprend rien. Mais c'est ça. Ouais. Et encore une fois, la motivation d'Asajj. Au début, tu la comprends pas, déjà de revenir dans le monde des vivants. Ensuite, d'aller aider Lico pour aller au passage. Parce qu'il parle, en fait, le déclic qu'elle a pour y aller avec lui, c'est qu'elle parle de Quinlan Vos. Sauf qu'elle a pas le droit d'aller le voir. Sauf qu'elle a pas le droit d'aller le voir. Donc, quel intérêt? Alors, ok, tu peux dire qu'elle est quand même, qu'elle a envie. Mais à ce moment-là, si elle a envie, elle va au bout de la démarche. Elle le regarde pas de 500 mètres au-dessus et elle y va donc, en fait, tout est inconséquent. Tout est inconséquent c'est dans cet arc. Alors après, sur la forme, moi j'aime bien l'animation. De toute façon, j'aime tous les types d'animation, honnêtement, de Lucasfilm. Pour le moment, j'ai pas de sujet là-dessus. Je passe d'une animation à un autre style d'animation. J'aime bien, je rentre dans tout. Il y a aucun problème. La musique est très bonne. Encore une fois. Oui, très sympa. La musique est très bonne. C'est vrai que j'étais agréablement surpris. Sur la forme, c'est très très bon. Mais par contre, sur le fond, c'est catastrophique pour moi. C'est sûrement peut-être l'arc le plus faible de tous les Tales. Et à chaque fois, en plus, tu notes que c'est le personnage. Quand à chaque fois tu vois ça va être sur les deux personnes. Tu vois les deux personnages de cité. Tu te dis, ok, ça va être lui le plus intéressant. Sur Tales of the Jedi, t'avais Ahsoka et le Comte Dooku. Tu disais, Ahsoka pète sa mère, on va avoir Ahsoka. C'était bidon. C'était Comte Dooku, c'était super intéressant. Sur Empire, c'était Barry Sophie et comment elle s'appelle, l'assistante de notre amie Morgan Elsbeth. Morgan Elsbeth. Tu te dis c'est Barry Sophie, ça va être super intéressant. Bidon et c'était bidon. J'exagère bien sûr. Mais... Et c'était Morgan Elsbeth qui était le plus intéressant. Et là encore une fois, c'est pareil et la transition est toute trouvée. Asajj, tu te disais c'était vraiment le personnage, ça va être super intéressant. Au final, c'était bidon, désolé. Je pense qu'on va les retrouver dans d'autres projets Star Wars. Le duo Lico Asajj Ventress, on va le retrouver. Tu noteras qu'à chaque fois qu'il y a un Jedi, c'était parce que Asajj, on peut dire que c'est une ancienne Jedi. Ouais, on va dire ça. Bon, le Comte Dooku aussi, ça marche moyennement ce que je dis. Mais à chaque fois qu'il y avait un Jedi, c'était quand même l'arc le moins bon. Oui, c'est vrai, t'as raison. C'est pas une fin en soi, mais est-ce qu'ils se mettent trop la pression? Est-ce qu'ils se disent il va falloir grave qu'on réussisse cet arc et au final il patauge? Non, mais là clairement c'est une commande. Pour moi c'est Filoni qui dit écoute, tu me la remets dans l'univers et il y a eu aucune autre motivation que ça. Voilà, ok, t'as Lico qui est un nouveau personnage, ils en ont profité pour créer un nouveau personnage puisque sinon il se serait vraiment rien passé dans la série. Et donc maintenant on va parler enfin d'un arc par contre qui m'a beaucoup réjoui. Là, c'est l'arc de Cad Bane. Parce que là effectivement oui, on est sur
la backstory, l'origin story, parfaite pour moi, sincèrement. Alors ok, tu vas pas en tartiner des heures, c'est un personnage secondaire, ultra secondaire, Cad Bane, que t'avais quand même vu en live action dans The Book of Boba Fett, ok, mais qui est quand même ultra secondaire, et d'avoir son destin et son enfance et son origin story sur une petite série animée en 3 épisodes assez courts, mais qui au final est vraiment parfaite, juste, qui parle à plusieurs étapes de sa vie, l'enfance, l'adolescence, un petit peu plus grand, et ensuite adulte, et on va le retrouver ensuite, et on retrouve sa personnalité. Franchement, j'ai trouvé ça excellent en termes d'écriture. Alors déjà que la forme était bonne, et on en a parlé sur Assassin's Creed 13, mais quand on ajoute un bon fond à une forme qui est sympa, et ça donne une véritable bonne série d'animation. Et si on colle les 3 épisodes, on va dire un très bon court-métrage d'animation, quelque chose d'émotionnellement quand même assez fort, assez chargé. J'ai trouvé ça impressionnant, et c'est peut-être même un des meilleurs arcs avec le Conte Dooku. Le Conte Dooku, c'était incroyable, mais c'est un des meilleurs arcs qu'on a eu dans Tales. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Je te rejoins complètement, j'ai été captivé de A à Z par la série. Les 3 épisodes, il y en a aucun qui est acheté. Mention spéciale émotionnellement pour le dernier épisode. Clairement. Et j'ai été aussi touché même par le premier avec la séparation. Le 1 et le 3 ont été super. Moi déjà, là où j'ai pris une petite claque de pas grand chose, mais déjà tu te dis, ils nous surprennent. C'est que je pense que je suis pas le seul, mais pendant le premier épisode, je pensais que Cad Bane était l'adulte qu'on voyait dès le premier épisode. Et je me suis dit qu'on allait nous expliquer pourquoi il avait pas tous ces mécanismes de respiration et que sa voix ne soit pas la même. Et je pensais que les 2 petits qu'on voyait, c'était effectivement 2 petits qu'il allait prendre sous son aile, les former peut-être pour essayer de les envoyer participer, faire des missions, etc. J'ai beaucoup apprécié la fin de l'épisode 1 avec la séparation entre les deux enfants, qui est un petit peu déchirante. C'était très subtil et très bien écrit. Et quand dans l'épisode 2, en fait, on comprend que Cad Bane c'était l'un des 2, déjà j'ai fait mais non. J'ai été surpris et déjà... Pas pour me la racler, mais bon, je l'avais senti quand même. Après, moi, je suis un grand naïf, ça c'est connu. Je pense que je l'ai déjà dit au préalable. Et donc, du coup, voilà, j'ai été content de voir ça. J'ai bien aimé aussi qu'on voit le Cad Bane. Tout à l'heure, je parlais de dualité un petit peu entre, au fond d'elle, en Assassin's Creed 13. Là, Cad Bane, on sent quand même que c'est un personnage qui a des convictions et qui, voilà, il sait ce qu'il veut. On n'est pas sûr, on sait ce qu'on attend de ce personnage. Et là, mais on le comprend avec le développement qu'il a eu. C'est là où c'est très bien écrit. Voilà. Exactement. Et ce 3e épisode et ce moment déchirant avec ce combat face à Nero, il me semble. Oui, c'est Nero et Colby. Donc Cad Bane, c'est Colby, son prénom. Et sauf erreur, alors peut-être on peut en débattre, on peut en parler, ou encore je suis un grand naïf, mais est-ce que c'est pas le fils de Cad Bane qui... C'est ce que j'allais dire. On n'en a pas parlé avant, justement, on n'a pas débattu justement de Tales, parce qu'on savait qu'on allait avoir un peu le débat dans cette vidéo. J'allais te le dire. On est d'accord. Non, pour moi, c'est assez clair, c'est assez évident. Et le fait qu'on nous le montre pendant au moins 15 bonnes secondes en train de... les larmes qui coulent, ça m'a... chaque seconde passée, j'ai été porté par le truc et je me suis dit, en fait, c'est fort là ce qui est en train de se passer. Avec une très belle musique. Et je suis entièrement d'accord, j'ai été surpris, mais vraiment, je m'attendais pas à avoir de l'émotion comme ça sur une série animée avec une courte durée et en plus sur un personnage secondaire. Et encore une fois, là ça marche. Là c'est du contenu de qualité. Ça c'est du grand Star Wars. Non, pas déconner non plus, on va pas s'emballer, mais c'est ce genre de contenu qui est tout à fait à sa place sur Disney+. Tu vois, c'est ce genre de contenu qui est parfait pour alimenter la fanbase, pour les gens qui sont vraiment fans, qui aiment ça. Et tu vois, cette qualité-là, c'est dingue la différence de qualité qu'il peut y avoir entre les projets. Là, au sein même de la série, où tu as 2 arcs, mais de voir... Enfin, je sais pas, ils se sont pas dit à un moment, il y a un problème là. Un déséquilibre de qualité. Il y a un problème, c'est fou quand même. Donc, mais là, dans la narration, c'était très fort et je suis d'accord avec toi. Bon, après, dès que ça touche aux enfants aussi, c'est sûr que bon. Oui, mais regarde, je n'ai pas encore d'enfants et j'ai été quand même très touché. Dites-nous vraiment en commentaire si vous êtes comme nous et vous pensez que l'arc de Cad Bane, il a été extraordinaire par rapport à celui de Assassin's. Ça va être intéressant parce que ça se trouve, il y en a qui vont penser l'inverse. N'hésitez pas à réagir en tout cas. Bon, on veut pas en faire trop, on va pas en faire trop non plus. Ça reste une petite série animée, etc. Mais en 25 minutes, 30 minutes, non, moi j'ai trouvé ça très 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 bon. Moi je serais content. Alors ok, on a vu comment finissait le destin de notre ami Cad Bane.
Moi, je pense qu'il y a vraiment des possibilités pour qu'il revienne, oui, honnêtement, vu comment ça a été un petit peu filmé et tout. Et je plébisciterais même, avec du coup ce qu'on a vu là, son retour dans une série live action, ça serait super. Si on devait donner une petite note, moi je vais donner la note de Parlons Star Wars. Allez, on le dit en même temps, juste pour le délire. Juste pour le délire, donc on n'a pas la même note. Hein. On a, Donc, et sur toute la série, il n'y a pas de virgule? Il n'y a pas de virgule. Ok. Et une note sur 20. Très bien, On très est bien. d'accord? T'es prêt? Ouais. Attention, je vais donner la note note de de 12 3. sur 20. Eh ben oui, moi c'était 3 3 sur sur 5. Et donc du Non, coup, ouais. 3 x 4, 12, on avait la même note. Ok. Et voilà, Ça, je croyais que c'est beau. c'était une note sur 5. Mais je viens de te dire sur 20. Attends, pour moi, Mais, j'écoute pas. depuis Andorre, c'est 20. Ah, pardon. Et bah 3 Donc, x 4, 12, on a changé l'échelle du Jar Jar, je te le rappelle. Bon, on est raccord. Donc 12 sur 20, clairement en dessous de la moyenne pour l'arc de Ventress. Par contre, un très très bon arc pour Cad Bane qui vient ramener la note au-dessus de la moyenne. Dites-nous votre note sur l'échelle du Jar Jar, bien entendu. Sur 5 ou sur 20. 5 ou sur 20, vous débrouillez. On va rester dans l'animation vu qu'on va parler de Lego Star Wars avec cette nouvelle saison de Reconstruire la galaxie. On avance toujours un peu plus dans l'année et on se retrouve le 19 septembre 2025 avec la sortie de la saison 2 de Reconstruire la galaxie, les pièces du passé. C'est du Lego Star Wars, c'est la suite du premier Reconstruire la galaxie. La forme est la même, on est sur 4 épisodes de 25 minutes. On est toujours dans cet univers complètement inversé où la galaxie a été sérieusement remixée. On suit encore Sig qui continue son aventure aux côtés de sa bande, Jedi Bob, Yezi, le droïde cerveau et Dark Dev. Déjà, Et les cette noms, fois, les noms, ils me tuent. oui, parce qu'on va vous préciser que Elliot n'a pas vu. On va en parler tout de suite après. Ouais. Cette fois, l'histoire tourne autour du passé. Des éléments anciens refont surface et avec eux une nouvelle menace qui pourrait encore une fois bouleverser l'équilibre de la galaxie. L'équipe va devoir explorer de nouveaux endroits, faire face à des situations improbables et parfois même collaborer avec des personnages qu'on n'aurait jamais imaginé voir du même côté. Donc, comme toujours avec les Lego Star Wars, le ton est léger, drôle, plein de références, ça se moque gentiment de la saga en jouant avec ses codes. Bref, les pièces du passé, c'est une aventure qui ne se prend pas au sérieux, mais qui parle quand même de transmission, de choix et de ce qu'on fait, de ce qu'on hérite. Le tout dans un pur esprit Lego, créatif, absurde et clairement fait pour s'amuser. Bon, donc moi j'ai regardé bien entendu la première saison, celle qui était sortie en 2024. Je me demande si du coup ça va pas être une espèce de trilogie et qu'ils vont pas sortir un Reconstruire la galaxie en 2026. Bon, moi je l'ai vu, mais mon voisin, vous l'avez compris du coup, n'a absolument rien vu. Je suis pas obtus et opposé au fait qu'il y ait des programmes Lego Star Wars. Loin de là, c'est juste qu'honnêtement, je me suis pas plongé dedans. J'aurais dû, je les rattraperai probablement. Je n'ai pas d'excuses, comme vous l'avez compris. Cependant, je pense que ça doit être très sympa et ça se dévore avec du popcorn. C'est ça, voilà. c'est ça. Bah clairement, je vais pas en tartiner 3 tonnes. Clairement, c'est très sympa. Ça vaut le coup si jamais vous avez absolument rien d'autre à regarder. Ça vaut le coup parce que c'est drôle. Honnêtement, rien que pour Dark Jar Jar et voir Jabba the Hutt en Jedi, ça vaut le coup. C'est totalement absurde, mais c'est fait vraiment par des gens qui ont beaucoup de respect pour l'univers. Tu sens que c'est vraiment des amoureux, c'est vraiment des fans qui font ça, c'est obligé. Il y a trop de références, il y a trop de petits détails. Et ce qui est génial, en plus, nous, en tant que Français, parce que oui, la VF n'a pas que du mauvais, c'est qu'on retrouve les vrais doubleurs sur absolument tous les personnages. Donc c'est génial. Et là, comme ils s'éclatent et que tous les personnages reviennent, vous avez tous les personnages emblématiques, et ben vous avez toutes les vraies voix emblématiques qui reviennent. Et c'est génial, même pour dire des bêtises, clairement. Allez-y, vous allez passer un bon moment. Faites-vous la saison 1 d'abord, parce qu'il y a une vraie continuité pour le coup de l'histoire. Et ensuite, vous avez la saison 2. C'est très sympa. On met pas de notes quand c'est pas dans le canon. On va pas mettre des notes pour du Lego Star Wars. En tout cas, l'objectif est rempli. C'est fun, c'est sympa. Et il y a une histoire en plus qui se tient. Donc allez-y, c'est sans danger, sans danger. Parlons maintenant d'une autre série animée qui a un point commun avec la précédente dont on a parlé, Lego Star Wars, c'est qu'Elliot ne l'a pas vue également, donc ça fait plaisir d'avoir son avis. Mais on va parler de Star Wars Vision volume 3 qui est arrivé, donc là on se rapproche vraiment de la fin de l'année parce qu'elle est arrivée sur nos écrans sur Disney+ le 29 octobre 2025. C'est donc la saison 3, comme la saison 1 et la saison 2, c'est 9 épisodes
qui ne se suivent pas, qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. On est sur des studios à chaque fois différents qui viennent exprimer une histoire et une interprétation de l'histoire de Star Wars. On est vraiment sur du Legends pur, hein. Il n'y a aucun canon, il n'y a rien. On était sur des studios plutôt japonais pour la saison 1, des studios un peu du monde entier sur la saison 2, et là on repart sur le Japon clairement sur la saison 3. C'est pas du tout ma cam de base, mais je regarde parce que c'est vraiment des propositions artistiques. On est vraiment là sur de l'art, clairement. On sent que tous les studios d'animation, ils ont une patte, ils ont une personnalité, ils ont quelque chose. Alors, il y a du bon et du moins bon, clairement, étant donné que c'est pas connecté, que c'est des épisodes qui n'ont rien à voir, que c'est des studios qui ne parlent pas entre eux, il y a aucune unité dans la saison. Il y a vraiment des épisodes qui m'ont scotché, et notamment le tout premier, le duel, qui sur la forme est déjà très particulier, qui est connecté à un épisode de la saison 1 où c'est le même studio qui revient et qui parle un petit peu du même personnage. Mais sur la forme, l'animation est très originale en noir et blanc, etc. C'est classe, c'est ultra classe. Et sur le fond, qui est très agréable à regarder, où on voit pas le temps passer, ce qui n'est pas le cas sur certains autres épisodes, malheureusement. Des fois, des épisodes un peu insipides, où là, pour le coup, c'est peut-être mon côté non fan de manga, tu vois, qui du coup, voilà, est pas fan et du coup, qui suis passé un peu à côté. Et après des choses vraiment, pour le coup, là on est dans les délires d'artistes, et à part des gens qui ont peut-être une fibre artistique vraiment très développée où ils vont rentrer dans le délire, mais les 2 derniers épisodes par exemple de cette saison 3, rien que pour le délire, tu sais quoi, tu regardes aucune saison, tu regardes le dernier épisode du volume 3 là. Ça va faire mal. Ok. Comment Et ne tu pas vas me voir. donner envie de regarder Ah non, enfin là pour le coup j'ai pas compris. Moi je suis pas du tout rentré dans le concept et dans le délire. Le dernier épisode est vraiment barré, mais l'avant-dernier aussi il est un peu bon. Bref, voilà. Ceux qui ont vu Vision, vraiment. Donc les 3 personnes là qui nous regardent et qui ont vu Vision, Oui, s'il vous plaît, vous fait. allez dans l'espace commentaire tout de suite là. Vous faites pause, vous allez tout de suite, vous me donnez votre avis sur le dernier épisode du volume 3 et vous me dites si vous avez aimé ou pas. Et faites pas les snobs, hein. On fait pas les snobs, il y a pas de mais si, tu comprends pas. C'est un point de vue artistique, t'as pas saisi vraiment la portée du truc. Arrêtez vos conneries. C'était de la merde. C'était un peu ce qu'il voulait dire. Les mecs ils sont en train de craquer. Ah donc excusez-moi, hein, mais du coup je relis ma fiche et je te dis ce que j'ai mis sur les 2 derniers épisodes. Cliché du délire un peu artistique de l'épisode 8, l'oiseau du paradis, ils s'appellent. D'accord. J'ai même pas retenu le nom du dernier épisode. J'ai juste mis épisode 9 incompréhensible. 3 petits points. J'ai juste mis ça. Non, franchement. J'irai voir. Non, mais par contre, très sincèrement, le premier épisode là, il est vraiment, c'est vraiment super bien. Et je me souviens du volume 1 où j'avais vraiment apprécié certains épisodes qui étaient vraiment, vraiment bien. Tu sens, en tout cas, les studios d'animation là, on est sur des gens vraiment d'une très très grande qualité. Ils vont pas confier ça à n'importe qui ou pas pour les derniers épisodes. Non, je plaisante. Mais non, mais tu vois, ça m'intéresse ce que tu me dis parce que je pense qu'il y a des gens comme moi qui n'ont probablement pas vu aucune des saisons ou du moins peut-être quelques épisodes. C'est mon cas. Il y a quelques épisodes qui valent. Je serais curieux d'aller voir l'épiside du volume 1 et de voir sa suite là dans le premier épisode de la saison 3. Je te le conseille. Allez, on ira faire un tour. Donc écoutez, destiné bien sûr aux amateurs d'art, mais bon, pour le reste, si jamais vous loupez Vision volume 3, je pense qu'on vous en voudra pas. Donc, je crois qu'on a fait un peu le tour de toutes les sorties audiovisuelles, on va dire. Donc il est temps peut-être de se poser et de faire un petit segment roman, littérature. On va se cantonner aux principaux romans qui sont sortis cette année et non aux comics parce qu'il y a beaucoup de choses qui sortent quand même malgré tout. On a démarré l'année avec un roman sur la Haute République qui s'appelle La Tentation de la Force, qui a été écrit par Tessa Gratton, qui est la suite de L'Œil des Ténèbres, donc qui parlait beaucoup de Marchion Ro sur la phase 3. Vous savez, la phase 1 était la première lancée avec La Lumière des Jedi. Ensuite, avec la phase 2, ils étaient revenus en arrière, ils avaient fait un préquel. Ça se passe 150 ans avant. Et sur la phase 3, on reprend en fait les événements de la phase 1. On est en 229 avant la bataille de Yavin, 3 ans après La Lumière des Jedi. Moi, je vais pas mentir, je vais être transparent, la Haute République,
pour l'instant, je suis pas rentré dedans. Il y a beaucoup de sorties, ils ont beaucoup alimenté et moi j'ai un rythme de lecture un peu faiblard parce qu'on a pas mal de choses à faire, on va pas se mentir. C'est pas qu'on n'aime pas la lecture. Ah non, pas du tout. J'avais lu La Lumière des Jedi, mais en fait parce que je pense que je suis intimidé sincèrement par le nombre de livres qui sont sortis et je me dis de toute façon j'arriverai pas à rattraper le retard. J'aime pas me dire ok je me lance dans un truc mais je vais louper des trucs etc. Je vais louper des et du coup, le problème, c'est que c'est le cas. Enfin, c'est vrai qu'ils orientent sur les livres principaux pour qu'on déstresse un peu les livres principaux, les livres plus enfantins, etc., etc. Les romans jeunes adultes, voilà, les trucs romans comme ça. Jeunes adultes, c'est le terme technique. Moi aussi, j'en ai lu 2. J'ai lu aussi L'Orage gronde. Je crois que c'était le numéro 2. On va toujours en phase 1, ça. Bon, moi, j'avais bien aimé, mais je suis un petit peu dans la même optique que toi, en fait. Je suis un peu découragé d'avance parce qu'il y a trop de livres, ils sont trop sortis d'un coup. Ouais. Et d'un côté, c'est une bonne chose pour peut-être vous, lecteurs qui bouffaient du Star Wars à fond la caisse et c'est top, hein. Mais j'avoue que je suis pas voilà. On est plus sélectif sur les livres Star Wars et comme il y a d'autres périodes qui sont explorées dans la littérature Star Wars et dans les romans Star Wars, du coup effectivement la période de la Haute République on la délaisse un peu parce que du coup on est alimenté avec d'autres livres quoi. Mais après en mars est sorti un livre que j'ai acheté. Je ne l'ai pas lu, mais que j'ai acheté. La Force vivante de John Jackson Miller et je l'ai acheté parce qu'il se situe 1 an avant La menace fantôme. Et rien que ça m'a excité. Pour ceux qui me suivent un petit peu, vous savez mon amour pour la prélogie et en particulier pour La menace fantôme. On se retrouve avec un ordre qui commence à s'affaiblir, qui sent que la République est en train un petit peu de vaciller, qui du coup se retrouve un petit peu isolé à Coruscant parce qu'ils sentent qu'il y a un problème mais ils n'arrivent pas à mettre le point sur ce qui va pas. Leur influence au sein de la galaxie est un petit peu affaiblie. Et ébranlé. Exactement, bien entendu, c'est beau d'utiliser ce lexique. Et du coup, la solution, une des solutions en tout cas, que se dit le Conseil Jedi, c'est de partir tous ensemble, toutes les grosses têtes d'affiche, pour essayer La Dream Team, c'est les Avengers. La Dream Team, c'est exactement, c'est les Avengers. Ils partent tous pour essayer de régler un problème sur une planète un petit peu lointaine, et donc on va retrouver tout le monde. On va retrouver Yoda, on va retrouver Mace Windu, on va retrouver Maître Mundi, Yaddle, Qui-Gon, bien sûr. Donc voilà, rien que ça, quand j'ai lu ça, écoutez les amis, j'étais obligé de l'acheter. Donc je l'ai acheté, mais malheureusement, les vacances ont été rares cette année et du coup j'ai pas pu le lire, j'ai pas pu me lancer dedans. Celui-là c'est mon prochain je pense, et il y en a un autre aussi, on va en parler un petit peu après. Le 24 avril est sorti encore un livre de la Haute République, donc on va pas s'attarder dessus, mais Les larmes des sans noms de George Mann, donc George Mann qui est un bel auteur de l'univers Star Wars, qui est toujours en phase 3 et avec un style un petit peu horrifique de ce que j'ai lu, où le thème principal sera la peur, car on lutte contre des monstres qui sont les sans noms, donc avec des jeunes Jedi qui vont justement explorer la galaxie, explorer des côtés un petit peu plus horrifiques. Pourquoi pas? Ça peut être sympa. Là, pour tous les livres que j'énumère, s'il y en a parmi vous qui l'ont lu, n'hésitez pas en commentaire vraiment à nous dire et à nous recommander, à nous recommander un petit peu les bouquins qui sont vraiment intéressants. Le 10 juillet est sorti La princesse et le vaurien de Beth Revis, et là par contre ça c'est sûr. Et si je l'ai acheté, voilà, mais tu ne l'as pas lu. Et je l'ai pas encore lu parce que je trouvais la première de couverture trop belle. Enfin, mais ça m'a trop donné envie. Donc pour ceux qui savent pas de quoi on parle, on est juste après l'épisode 6, donc on est encore sur Endor, après l'explosion de la 2e étoile de la mort. Et on assiste au mariage de Han Solo et Leia sur Endor, puis leur lune de miel sur l'Alphion. Donc c'est le vaisseau un petit peu croisière de luxe et on pouvait le visiter et même dormir sur l'Alcyon à Disneyland, tu sais, à Disney World. C'était le fameux hôtel, c'était l'Alcyon. Et donc du coup, là dans l'histoire, ils s'en sont servis. Bien sûr, cet hôtel maintenant a fermé. Je sais pas comment ils se sont débrouillés. Vraiment, c'est un gros flop. Je ferai peut-être une vidéo dessus. Ça pourrait être très intéressant d'analyser un petit peu le flop du truc. Mais il y a eu tellement de choses cachées sur ce truc-là. Il y a des trucs trop bizarres. On pouvait pas, ne serait-ce que réserver. À aucun moment, j'ai pu réserver. Donc comment veux-tu que ça marche un hôtel comme ça? Sur l'Alcyon, ils font leur lune de miel et ils font une espèce de croisière de luxe sur différentes planètes et ils vont croiser des restes de fidèles de l'Empire sur leur chemin et ils vont devoir y faire face en tant que mari et femme. Donc rien que ça, retrouver Han Solo, retrouver Leia et un parfum de trilogie originale,
c'est sûr que ça c'est sur la liste de ce qu'on doit lire, c'est une certitude. Donc pour ceux qui l'ont lu, encore une fois, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire. On continue encore une fois avec du très lourd en roman, et celui-là il est sur ma liste du Papa Noël, j'espère l'avoir sous le sapin. T'as noté hein, pas encore parce que t'as pas dit ce que c'était. Je vais te dire, c'est Le règne de l'Empire, Le masque de la peur d'Alexander Freed. Donc une nouvelle série de romans, une trilogie de romans. Alexander Freed, c'est celui qui avait fait la série de romans sur l'escadron Alphabet. Il démarre une nouvelle trilogie, donc avec un premier roman qui retrace la montée de la résistance contre le régime impérial depuis la toute première année qui suit la revanche des Sith jusqu'aux 2 décennies qui ont vu la formation de l'Alliance rebelle et le début de la guerre civile galactique. Ça donne envie. Et je crois que les 3 personnages les plus en vogue dans ce livre sont Mon Mothma, bien entendu, bien sûr, Saw Gerrera, tout à fait, et le 3e, attention, Bail Organa. Bravo. Okay. C'était quand même assez facile, faut pas déconner non plus. Donc on est vraiment au tout début de l'Empire, on est avant Andorre. On est avant Andorre. Mais pour ceux qui ont adoré Andorre, je pense qu'on est on est quand même beaucoup en tant que fan, grands fans de Star Wars. Je pense que là on va tous reprendre une dose d'Andorre avec cette trilogie. Sur les 2 qui vont arriver ensuite, on aura Edge of the Abyss, donc au bord de l'abîme, de Rebecca Ron-Horst, qui est prévu pour automne 2026 aux États-Unis. Et le 3e, ils vont s'enchaîner normalement, hein, c'est 25, 26, 27. Donc été 2027, From the Ashes. Donc là c'est pas des titres officiels que je vous fais en français, hein. Au bord de l'abîme, c'est la traduction que j'en ai faite. Et Venant descendre, donc voilà, parce que je sais pas comment ils vont vraiment le traduire, mais de Fran Wilde, été 2027 aux États-Unis bien entendu. Moi je vais quand même me précipiter dessus dès que tu me l'auras acheté pour Noël, on va pas mentir. J'ai bien compris, j'ai entendu, c'est noté. Et pour enchaîner, le 25 septembre est sorti. Alors, tu vas me dire si ça, tu vas te le commander moi. Alors toi, tu m'achètes. Tu m'achètes donc Le règne de l'Empire. Et moi, je t'achète pour ton Noël The Acolyte cheminante de Justina Ireland, où on va suivre 20 ans avant la série le parcours de Vernestraro, guidé uniquement par la Force et donc pas par le Conseil Jedi. Tout ça, ça ne l'intéresse pas la Vernestra. Et Indara va la ramener dans la politique un petit peu de Coruscant, l'aspect sale, et ils vont enfin essayer, je pense, de nous justifier la conduite absolument catastrophique de Vernestraro dans The Acolyte. Je pense que c'est le premier roman qui est sorti après la série. On est 20 ans avant la série, pour le coup. Je vais pas me jeter dessus, honnêtement, on va être tout à fait transparent. Allons plus loin, soyons honnêtes, parce qu'on est toujours honnête avec vous, très chers téléspectateurs. Tu ne le liras jamais. J'en sais rien. Et je ne le lirai jamais également. J'en sais rien. Et tout à l'heure, je parlais de première de couverture. On va vous afficher la première de couverture tout de suite. Est-ce que ça donne envie de lire le bouquin sincèrement? Parce que moi, quand j'ai vu la gueule de Vernestraro, je me suis dit, déjà que The Acolyte, j'ai pas accroché, ça me donne absolument pas envie de me plonger dedans et me dire, voilà, encore tu fais quelque chose sur Dark Plagueis. Voilà. C'est peut-être pas, si, c'est ça. J'allais parler de Kimir, parce que Dark Plagueis. Ou de Kimir, il y avait tellement de personnages sur lesquels rebondir. Mais Vernestraro, absolument pas. C'est un des personnages qui a fait le plus détester cette série. Très, très, très mauvaise idée, je pense. Après, les fans de The Acolyte vont peut-être dire c'est trop bien, c'est une super. Après, attention, on est sur un roman. Et il faut savoir que Vernestra, pour les lecteurs de la Haute République, c'est quand même un personnage qui est, voilà. Donc je pense qu'ils savent aussi cibler, c'est-à-dire qu'ils ciblent le fait que c'est destiné bien entendu aux lecteurs de l'univers Star Wars. Et les lecteurs de l'univers Star Wars, ils sont quand même familiers avec un personnage de The Acolyte qui est Vernestraro. Après, je suis entièrement d'accord avec toi, tu ne feras pas venir des gens, ou très peu, avec ce personnage-là à la lecture. C'est-à-dire que moi, tu m'aurais fait un roman sur Kimir. C'est quoi? Éventuellement, pourquoi pas? Comme il n'y aura pas de saison 2 de The Acolyte, savoir comment Kimir a basculé du côté obscur, vu que c'était le padawan apparemment de Vernestra. Voilà, ça m'intéresse. Ou un autre, j'en profite, pour réhabiliter un tout petit peu Maître Sol, qui est un personnage que j'avais adoré, malgré que la direction de ce personnage n'était pas on va pas refaire le débat sur The Acolyte. Vous avez notre avis ultime sur The Acolyte. Ouais, mais ça aurait été plus. Je considère que ça aurait été plus intéressant. Mais bon, ton analyse, je pense, est bonne. Il y a une partie des lecteurs qui sont fidèles, qui connaissent Vernestra. Ils sont allés là-dedans. Bon bah, vous nous direz si vous l'achetez. Ça vous a plu. C'est pour ceux qui l'ont lu. Non mais peut-être c'est 20 ans avant.
Donc à voir s'il commence déjà à parler de Kimir ou pas. Moi, je pense que s'il continue à faire un peu de romans sur The Acolyte, je pense que ça va finir par tomber, un roman sur Kimir. Et sur Dark Plagueis, ce serait fou qu'il laisse le truc en suspens comme ça. Enfin, ce serait dingue, mais bon. Vernestras, c'est peut-être le personnage où je sais que déjà c'est mort, j'irai pas. Voilà. Bon. Donc voilà, on passe. Ces derniers jours, le 4 décembre, est sorti le dernier gros roman de l'année qui s'appelle Le Dernier Ordre de Kwame Mbalia. Donc il se déroule après l'épisode 9 avec Finn et Jana faisant équipe pour sauver un vaisseau de jeunes kidnappés par le Premier Ordre. Ça va les confronter à leur passé de Stormtrooper enrôlés de force. Et là, clairement, j'ai lu une petite critique bien salée sur Star Wars Universe qui commence d'entrer en disant « Bon, déjà, ce livre est vide. Première des choses. Ce livre est vide. » Parce que bon, quelque part, ça me titillait quand même. Ça se passe après l'épisode 9. Un truc, où pour le moment, personne n'est allé au-delà de l'épisode 9. Tu dis, bon, ça peut être sympa. Et même lui, dans la critique, dit, non, mais attendez, je vais même pas vous raconter un petit peu en détail parce que sinon, ça va vous donner envie de le lire alors que sincèrement, il y a rien dans le truc. Donc, vraiment, la critique est ultra salée. Elle est assez drôle, en plus, avec pas mal d'humour. Donc, allez-y, n'hésitez pas. Il y a une partie qui raconte l'après-épisode 9. Donc, au début, tu te dis, et ça démarre à peu près là-dessus. Donc, tu te dis, wow, ça va vendre un peu du rêve et tout. Jana va-t-elle rencontrer son père? Par exemple? Donc, mais ça, c'est éludé complet. Éludé complet. Et c'est justement, c'est pour, à mon avis, c'est en gros, on lui a dit, bon, tu fais un livre, ça se passe après l'épisode 9, mais tu traites pas de ça, tu traites pas de ça, tu traites pas de ça, tu traites pas de ça. Et sur ces personnages-là, en plus. Parce que sur Jana, la première des choses, t'as raison, c'est de dire, bon, Lando, du coup, comment ça se passe? C'est son père, c'est pas son père, est-ce qu'elle va l'aider? Enfin, il va l'aider, machin. Voilà, il va l'aider à chercher son père. Ça aurait pu être grave l'objet du livre. Oui, tout à fait. Mais alors, il y a 3 parties apparemment dans le livre. Une partie après épisode 9, explication et tout, mais qui te vend du rêve au début pour au final accoucher sur un truc un peu bidon. Je vous parle de tout ça tranquillement, parce que je vous parle de ça en tant que connaisseur. Je n'ai pas lu le livre. C'est important de le Je me fie pour le coup à la critique. Ensuite, tu as une partie sur Finn qui est absolument, apparemment, inutile où tu ne comprends rien, ça raconte, tu ne comprends pas la pertinence en fait du propos. Ça t'explique une mission un peu de test de Stormtrooper de Finn. Et par contre, la partie apparemment la plus intéressante, c'est la partie sur Jana. Bon, sincèrement, je veux pas acheter un livre sur Jana, même si bon, le personnage a l'air sympa, il y a aucun problème, mais voilà, c'est pas. Mais là, donc, ça raconte apparemment la défection de Jana, ce qu'elle raconte dans l'épisode 9, tu sais, où voilà, ils ont posé leurs armes au même moment, machin et tout. Je pense que ça peut être sympa. Par curiosité peut-être, mais justement, la curiosité est parfois un vilain défaut. Et c'est vrai. Et alors, c'est totalement subjectif, mais je parlais des premières de couverture. Voilà une belle première de couverture. Ah, tu trouves? Ah oui, moi j'aime bien. Là, je m'inscris en faux. Ah d'accord. Moi là, ça me donne un petit peu envie de le lire. En effet. Pourquoi? Parce que tu la trouves artistique? Exactement. Ouais, il y a un truc qui me parle artistique. Et si j'avais pas plein d'autres livres, malheureusement Star Wars à rattraper, j'aurais pu pas me jeter dessus, mais l'acheter. Là, on verra. Ça sera peut-être dans 2-3 ans. On va pas se mentir. Moi, je préfère la couverture pour le coup du livre sur Mon Mothma là. Ah, j'ai cru Vernestras rouge. Non, vous avez connu. Oui, elle est très sympa. Voir le Sénat Galactique, très sympa. Et écoutez, je pense qu'on a fait le tour des grosses sorties en termes de romans, on est d'accord. Mais rajoutez en commentaire, par exemple en comics, s'il y a vraiment des gros comics qui vous ont plu cette année ou qui vous intéressent, n'hésitez pas à le partager et à nous le dire en commentaire, qu'on puisse en débattre ensemble. On répond à tous les commentaires. Je réponds à tous les commentaires, les amis. On finit cette rétrospective un petit peu de l'année 2025 avec les grosses infos et on va en retenir 3, dont 2 qui sont toutes fraîches au moment où on tourne cette vidéo. La première, et je pense que vous n'êtes pas passé à côté si vous êtes vraiment des fans, c'est que apparemment on est passé à côté d'un film après la postlogie qui s'appelle The Hunt of Ben Solo, donc la traque de Ben Solo, qui était un projet de film avec un scénario quasi complet, qui était porté par Adam Driver, donc l'acteur de Kylo Ren, de Ben Solo, grand acteur, sincèrement très très bon comédien pour le coup, et en plus réalisé avec un réal déjà dans la boucle, qui était Steven Soderbergh, un grand nom d'Hollywood, notamment le réalisateur d'Erin Brockovich ou de la trilogie Ocean, moi que j'adore, les Ocean's 11, etc. Donc très spécial
spectaculaire, qui a fait plein de choses différentes. Je vous ai parlé des gros succès, mais il y a eu bien sûr beaucoup d'autres films qu'il a fait. Pour ceux qui n'étaient pas au courant, et pour vous résumer un petit peu l'histoire et ce qui s'est passé, c'est qu'après les vacances, on a su et on a appris par le biais directement d'Adam Driver, qui a fait des déclarations et qui a dit qu'il avait toujours eu envie de faire un autre Star Wars. J'en parle depuis 2021. Kathleen Kennedy m'avait contacté, je lui ai toujours dit, avec un grand réalisateur et une grande histoire, je serais partant immédiatement. J'adorais ce personnage et j'adorais l'incarner. Donc moi déjà, je trouve ça surprenant, honnêtement, d'avoir Adam Driver, qui est pas quelqu'un qui s'exprime de dingue, et je pensais pas que Star Wars, vu les rôles qu'il a fait après, avait pris une place, tu vois, vraiment dans sa carrière et dans son cœur de façon impressionnante. Après, tout le monde a envie de manger, hein. Peut-être que. Ouais, mais lui, il a pas besoin de ça, hein. C'est ce que j'allais dire. Il est quasiment nommé aux Oscars tous les ans. Maintenant, il commence à faire des films, costaud. Ouais, il a la carte, quoi. Il est pris partout. Oui, non, mais et ça pourrait être, je te rejoins, ça pourrait typiquement être le genre d'acteur qui oublie un peu d'où il vient. Ouais, et qui renierait complètement. Un peu, voilà. Je suis entièrement d'accord avec toi. Donc ça fait entièrement plaisir. Et puis par rapport à ce qui s'est passé, ben voilà ce qu'il a déclaré. Il avait dit: nous avons présenté le scénario à Lucasfilm. Ils ont adoré l'idée. Donc là, pour le coup, le veto, il vient pas de Kathleen. Ça démarrait bien. Ouais. Il vient pas de Kathleen. Ils ont parfaitement compris notre approche et pourquoi nous le faisions. Nous l'avons donc présenté à Bob Iger et Alan Bergman. Et patatras. Et ils ont refusé. Ils ne voyaient pas comment Ben Solo était vivant. Et voilà. C'est lui comment il le dit. Pour être complet là-dessus, Steven Soderbergh a fait un communiqué, lui, où il a dit: j'ai vraiment aimé réaliser ce film dans ma tête. Je regrette. ça c'est magnifique. Je regrette simplement que les fans ne puissent pas le voir. Donc, ok, le veto vient de Disney, de Bob Iger et tout. Ok, on n'aime pas, pour la plupart, je pense, on n'est pas fan des décisions de Bob Iger. Je parle pas de Disney en général, je parle des décisions de Bob Iger et notamment vis-à-vis de Star Wars. Mais est-ce qu'on peut vraiment lui donner tort? Vraiment, là, c'est un avis un peu à contre-courant, mais même si beaucoup de gens, parfois à très juste raison et à très juste titre, n'ont pas aimé cette postlogie, bien entendu, est-ce que il y avait quand même une volonté de pas mal de gens de pouvoir retrouver Adam Driver et pourquoi pas sauver peut-être ce personnage avec un bon scénario, avec un bon réalisateur, avec un bon acteur qui justement portait le truc et qui voulait vraiment une histoire assez forte. Est-ce que avec tu vois ce qu'on a dit sur Asajj Ventress, le fait qu'elle revienne d'entre les morts, de ramener des personnages à la vie, etc. Est-ce qu'il a vraiment tort de dire ça? Ah bon? Ouais, moi je pense que c'est pas ça. Je pense que Bob Iger il raisonne chiffres. Il a vu que la postlogie, ça avait été... je pense que les audiences des films ont fait quand même comme ça. Les critiques ont été dans l'ensemble quand même mauvaises. Bah oui. Je pense qu'il n'a pas pris ce risque de dire « Allez, on va tenter de réhabiliter un peu la saga ». En plus, il n'y a pas 20 ans qui se sont écoulés non plus avec la postlogie. Il s'est dit « Non, c'est du passé, on passe à autre chose. Il faut surtout pas... » Et donc malheureusement... Enfin, c'est mon avis. T'arrives à me convaincre. Non, mais t'arrives à me convaincre là-dessus parce que moi, je me suis dit, surtout effectivement, le sujet qui est abordé, en tout cas la raison qui est présentée, c'est, alors de prime abord, moi je suis un peu d'accord quand même avec Bob Iger, c'est comment il revit, parce que en plus c'est comme le problème avec Asajj Ventress, je reviens vite fait en arrière, on va pas refaire le débat, mais en gros, tu dévalorises le sacrifice qu'elle a fait dans le roman pour sauver Quinlan Vos. Bah là, ça serait un peu pareil. Il fait, si on doit sauver quelques trucs de la postlogie, il fait quand même un bel acte d'amour. Il part, la scène où il part et sa mère part aussi, Leia part aussi. Enfin, c'est quand même des scènes qui moi m'ont touché, je vais pas mentir, je vais pas c'est des scènes qui m'ont vraiment touché. Et donc du coup, tu viens annuler ça quelque part avec par les voies de la force, etc. Ok, il va revenir. Mais tu viens annuler le truc et là c'est vraiment à mon avis c'est planter le dernier clou du cercueil dans la postlogie, je pense. Et là où je suis d'accord avec toi, il faut peut-être attendre 10-15 ans, et ressortir un épisode 10, je pense que c'est ça qu'ils ont en tête d'ailleurs. Je pense que des enfants qui ont quand même été marqués par la postlogie, par tout le marketing qui a été fait autour de la postlogie, par Rey, les petites filles qu'on vu Rey à 9-10 ans, qu'on découvert même à 6-7 ans, etc. Tu vas voir que c'est un public quand même, ça déplacera pas les foules autant peut-être que la trilogie originale, ça n'a pas marqué autant que la trilogie originale ou que la prélogie, mais il y aura un public quand même
pour aller voir les films dans 10 ans. Et ça les fera venir par simple nostalgie de la postlogie, comme des gens de la trilogie originale étaient venus voir la prélogie, comme des gens de la prélogie étaient allés voir la postlogie, voilà. Et je pense que ça va quand même marcher. Et du coup, au-delà de pas cramer la licence voilà, en faisant n'importe quoi et pas cramer justement la sortie possible d'un épisode 10, et bah du coup on va laisser reposer tout ça et on va pas remettre une pièce dans la machine. Et je pense que c'est pour ça, à mon avis, que ça a été fait. Pourtant, il y a des mobilisations de fans, hein, et dites-nous, vous, en commentaire, si vous souhaitiez l'arrivée d'un film comme ça, et si notre analyse vous paraît juste ou pas du tout. Je sais pas si t'as vu ça. T'avais des fans qui ont financé des panneaux sur Times Square. Non. Si. Et du coup, avec la track de Ben Solo, à la recherche de Ben Solo, genre Ben Solo, où es-tu? T'as des avis de recherche qui ont été placardés vers Disneyland, etc., Disney World et tout. Et t'as même un mec en avion qui tractait une banderole dans les airs, Save the Hunt for Ben Solo. T'aurais aimé voir ça T'aurais aimé voir Adam Driver? J'aurais été curieux. Après, pour les raisons que tu as données aussi, toute la manière dont il est parti avec sa mère, avec Leia, tout ça, c'est vrai que ça aurait été difficilement explicable. Ils auraient trouvé un moyen, ils m'auraient pris quand même dans les filets, je me connais. C'est sûr. Mais j'aurais été content. En plus, je pense que ça aurait été très bien réalisé et très bien joué. C'est comme ça, c'est triste. Ce qui est étonnant, c'est qu'on l'apprenne tardivement comme ça, au détour d'une conf, t'as l'impression. Je crois que c'est surprenant. Talk show, non, je sais plus. Même pas. C'est des déclats. C'est assez surprenant la façon dont c'est arrivé comme news. Donc bon, tant pis. Et concernant les 2 dernières news, on va enfin parler de jeux vidéo parce qu'on n'aura pas parlé de jeux vidéo du tout cette année. On n'a pas de sortie, mais on a des annonces de jeux vidéo qui sont arrivées pendant la cérémonie des Game Awards. Les jeux vidéo pas attendus, pas ceux qu'on attendait en tout cas, qui nous ont été annoncés. Alors justement, c'est peut-être pas le plus rassurant du coup sur les jeux qu'on attendait malheureusement. On va commencer par Star Wars Fate of the Old Republic, développé et édité par Lucasfilm Games et Arkanoid Studios. Donc Arkanoid Studios, c'est Casey Hudson, donc qui est le réalisateur, le concepteur de Knights of the Old Republic et de la trilogie Mass Effect. Donc c'est quand même assez rassurant quand même sur la direction de ce jeu. On appelle ça un vétéran du jeu vidéo. Exactement, et il a décrit le jeu comme un RPG d'action narratif solo et successeur spirituel de Star Wars Knights of the Old Republic. C'est pas une suite, ce n'est pas apparemment connecté directement, mais on reste dans cet univers-là et cette timeline-là. Et voici ce que Hudson a déclaré. Lorsque nous avons développé le premier KOTOR, nous souhaitions créer une expérience ultime, concevoir une aventure qui réunisse tout ce dont nous rêvions en tant que fans de Star Wars. Aujourd'hui, 25 ans après le début du développement de ce jeu, nos ambitions restent intactes. Fate of the Old Republic nous offre l'opportunité d'explorer une vision contemporaine de l'expérience Star Wars ultime grâce à des technologies et une conception de jeu de pointe, ainsi qu'à une histoire inédite créée spécifiquement pour offrir cette combinaison d'autonomie et d'immersion dans l'univers Star Wars qui était au cœur de KOTOR. Donc comme je l'ai dit, ça ne sera pas une suite ou une continuation de KOTOR, mais ça honorera cet héritage en créant quelque chose dans la même tradition d'un jeu de rôle profond, cinématographique et axé sur les choix. Donc ça va sortir sur PC et console. Moi, c'était un peu la crainte que j'avais, c'était qu'on reste que sur PC. Nous, on est passé un petit peu à côté de KOTOR parce que on est des joueurs console malheureusement et on n'a jamais eu véritablement de PC. D'ordinateur. D'ordinateur, on avait le Minitel et la machine à écrire. Écoutez, on a chacun une enfance. Après, un papier, un crayon, c'était... On a survécu, hein. Bah écoutez, voilà, une orange à Noël et puis voilà. Hein. Mais on veut pas faire pleurer dans les chaumières non plus. Faut pas, voilà. Sur Coruscant, on est quand même assez aisé, hein, vous l'avez vu. Appartement de luxe, hein. Écoutez, voilà. Par contre, on est dans un stade de développement mais ultra préliminaire de ce que j'ai compris. On est vraiment au tout début. Donc, ce qui est rassurant, c'est que ok, c'est une annonce aux Game Awards, c'est pas des gens inconnus et qui sortent de nowhere. On n'a pas de date et on n'a pas d'infos si ça va être canon ou pas.
Je pense qu'à mon avis sur le canon, je n'y crois pas, à l'instar de Knights of the Old Republic, et puis ça amènerait beaucoup de complications. Je pense que ça serait un peu bête. Au moins ils seront beaucoup plus libres dans la narration. Toi, ça te chauffe, toi, ça te tente? Oui, forcément. On est passé, comme tu l'as dit, à côté. Donc c'est une période que je connais finalement très mal parce que j'ai pas eu l'occasion de l'expérimenter en bouquin ou en jeu vidéo. Donc oui, T'as vu quand même des cinématiques de KOTOR parce qu'elles sont incroyables. J'ai vu et c'est fou et je comprends toute l'hype qu'il y a autour de ce jeu. Et il y en a qui disent c'est le plus grand jeu Star Wars de tous les temps et tout. Et il y en a beaucoup qui le pensent et je comprends. Donc franchement, j'ai hâte. Après, comme tu l'as précisé, il va falloir être très très patient. Comme on l'a vu avec Star Wars Eclipse, quand Tic Dream, ils ont fait un peu le boulot en lançant un gros trailer et ensuite sur leur site internet, en lançant beaucoup d'annonces en disant on recherche telle personne à tel poste, etc. pour vraiment remplir. Enfin, c'était beaucoup une stratégie de communication pour faire venir du monde. Je pense que ce studio que je connais finalement moi très mal, je pense qu'ils adoptent la même stratégie de communication. Ouais, t'as raison. Et là, clairement, le jeu, faut pas l'attendre, les amis. Sauf, j'espère me tromper, hein. Mais je pense que là, c'est 5 ans de développement, là, à mon avis, un jeu comme ça. Je pense aussi. Donc, minimum. Minimum. Je pense donc, ça sera sur PlayStation 6 et Xbox si jamais ils existent encore. Mais voilà. En tout cas, oui, je suis hypé, mais bon. C'est tellement un trailer loin. de synthèse comme ça, c'est tellement loin. Ouais, on va un peu l'oublier. Si je devais comparer avec Eclipse, allez, lançons les comparaisons. Eclipse me tente un tout petit peu plus. Parce que la bande-annonce, je l'ai trouvé complètement dingo. Mais je pense que les deux, je vais être... Eclipse, on voyait plus de choses. Eclipse, la narration avait l'air ultra riche. Tu te disais, putain, mais attends, il y a plein de trucs. Tu te disais, ils avaient vraiment réfléchi à l'histoire. Il y a des clans, ça avait l'air fou. Là, pour le coup, c'est une déclaration d'intention. C'est un trailer qui reprend un peu l'esprit de KOTOR. Quand ils avaient communiqué sur le remake de KOTOR, par exemple, alors c'est des choses apparemment qui sont bien séparées, hein. Là, on n'est pas en train de parler du mini teaser qu'ils avaient fait pour le remake de KOTOR. C'est deux projets séparés. Mais moi, de savoir que KOTOR allait peut-être débarquer sur PlayStation, ça me tentait grave. J'avais vraiment envie de me lancer là-dedans. On va voir quel projet sort le premier du coup, parce que très bizarre quand même. C'est presque étonnant. C'est très bizarre ce qui se passe. Est-ce que KOTOR va vraiment sortir du coup? Il y avait eu des rumeurs comme quoi le développement du jeu avait été mis en pause, etc. On n'avait jamais vraiment su si c'était vrai. Je crois qu'il y avait une déclaration pour dire non, le jeu il continue d'être développé, mais on n'en entend plus parler depuis 2 ans là déjà. Donc bon. Eclipse c'est le pire. Hein, Eclipse, je crois que c'était 2021 ou 2022, Mais ça, pareil. Si on n'a pas de news l'année prochaine, quand même. Moi, je l'attends pas. Moi, je vous donne mon pronostic et on prend les paris. On l'aura pas sur PlayStation 5. J'en suis convaincu. Il va prendre son temps. Moi, je le dis, les amis. En fin de génération. Ça serait génial, mais bon. Et parlons du deuxième jeu qui a été annoncé et qui était vraiment là pour le coup une surprise. On s'attendait pas à ça. On a été surpris d'apprendre la sortie prochaine pour le coup, parce que là il y a une date qui est communiquée. Ça sortira normalement 2026. C'est Star Wars Galactic Racer. Les développeurs c'est Fuse Games et c'est édité par Lucasfilm Games bien entendu. Nous qui étions clairement des joueurs enfants de Star Wars Racer, donc à la suite de l'épisode 1 et de toutes ces courses de modules, on a saigné la manette de Nintendo 64. Et là on se retrouve à suivre les aventures de Shade, un nouveau personnage pilote solitaire rêvant de gloire et de vengeance. Son ambition est de devenir un pilote de course d'élite. Il a pu faire des courses sur notamment Jakku, sur Ando Prime et sur Sentinel-1, c'est ce qui nous a été communiqué. Il y a une interview qui est très intéressante du développeur et des responsables de Lucasfilm Games qui est sur le site internet officiel de Star Wars. Je vous encourage à la lire si jamais vous voulez en savoir un petit peu plus. Mais donc l'histoire suivra la Ligue Galactique, un milieu de course clandestine où des syndicats financent le chaos et où se forgent des champions. Donc on sera sur un jeu de course, oui, clairement, mais qui a l'air d'avoir une narration quand même assez complexe, assez nourrie. Donc on va être
avec un mode campagne et un mode carrière. On va pouvoir développer son pilote et Shade, le personnage principal. Et on aura aussi, bien entendu, un mode multijoueur. Et là, ça, je pense qu'on l'attend tous. Ah là, ça vaudra le coup, je pense, de twitcher. Là, je pense que ça vaudra bien le sûr. coup de twitcher. Mais moi, je me vois rigoler. déjà personnaliser mon module. J'espère qu'il y aura un système peut-être de crédit pour débloquer, je sais pas, les propulseurs. Ouais, ça va être ça, apparemment. Modifier l'apparence de ton vaisseau. C'est exactement franchement, ça va être génial. Choisir, bien sûr, en mode multi, choisir son personnage, pouvoir le customiser, choisir l'espèce, d'où vient le pilote et tout. Ça peut être un truc de dingue. Par contre, je le vois bien comme un système de microtransactions aussi. Une certitude. Où ils vont le réfléchir. Pour les skins, pour les améliorations, pour tout ça. Attention à pas trop Fortnitiser ce jeu quand même. C'est en fait, crainte. Non mais à la limite, si t'alimentes avec énormément de skins, pourquoi pas? C'est pas très grave. Par contre, sur la performance du module, il faut pas que ce soit un truc à celui qui paye le plus. Ah non, pour la vitesse, parce qu'il module. sera moins rapide. Ah bah non, Voilà, c'est juste ça. C'est juste ça. On voit dans le trailer, bien entendu, notre cher ami Sebulba. Avec une magnifique barbichette. Exactement, et Matt Webster, donc le directeur de Fuse Games, qui nous dit « Sa présence dans notre bande-annonce n'est pas le fruit du hasard, et un détail de cette image pourrait bien soulever encore plus de questions. Nous vous dévoilerons les réponses plus tard. » Alors là, c'est très énigmatique, on a eu beau regarder avec Elliot, on s'est dit « Bon, c'est quoi? C'est qu'il a la barbe, et du coup, il est vieux, c'est ça le mystère bon, non, c'est ça, pour nous dire la timeline, parce qu'apparemment, au niveau timeline, on serait... Trilogie originale? Non, on est juste avant la postlogie apparemment. Ah ouais. C'est un projet quand même qui est très surprenant. Ah oui. C'est le gameplay qui va faire la différence. T'as beau mettre n'importe quelle narration sympa avec Shade, le personnage, si le gameplay est tout pourri, la conduite du vaisseau elle est tout pérave, on va passer 5 heures à y jouer et ensuite on va dire bon allez on passe à autre chose quoi. Alors pour les déclarations et pour essayer de faire la différence avec les autres jeux, voilà ce qu'a déclaré le développeur. Nous nous sommes fortement inspirés des jeux de course par parcours afin que le joueur ait des décisions importantes à prendre pour devenir un pilote d'élite, du choix du véhicule de départ aux améliorations pour créer une configuration adaptée à son style de jeu, en passant par les épreuves choisies pour remporter le titre de champion de la Ligue. Au fil de votre progression, vous affronterez des rivaux, explorerez de nouvelles planètes et maîtriserez différentes classes de vaisseaux à répulseurs ou speeder, chacun possédant ses propres capacités. En termes de gameplay, je pense qu'on peut faire confiance quand même à l'équipe qui est en charge du projet, parce que le studio Fuse Games, c'est ceux qui ont développé Need for Speed, Burnout et le mode Starfighter, donc le mode vaisseau de Battlefront 2. Donc, très bien. Oui, donc ils connaissent bien l'univers Star Wars et puis le maniement un petit peu des vaisseaux ou des voitures, etc. Okay. Need for Speed, Burnout, c'est quand même très nerveux comme donc ça correspond bien au style des modules où tu vas pouvoir te pousser avec des explosions un petit peu. Je vois bien le coup avec des explosions un petit peu spectaculaires. Donc non, ça peut être quand même très très intéressant. Il y a des types de vaisseaux différents, on va passer de module au speeder, au speeder bike, enfin voilà, ça peut être quand même super intéressant et super riche comme gameplay, alors que pourtant c'est qu'un jeu de course, et si en plus avec ça ils apportent de la narration, franchement ça peut être la bonne surprise. Peut-être la bonne surprise. Ça te tente, toi? Ah bah plus on en parle, là plus ça me hype de dingue. Plus ça te chauffe. Ouais, et de savoir qu'il sort l'année prochaine, franchement, je suis trop content. Ouais. Donc j'ai hâte d'en savoir plus, même si là déjà on a de grosses infos sur le jeu. J'ai hâte de le prendre en main. C'est vraiment un jeu qu'il va falloir prendre en main et dès les premières minutes, on va sentir si on va y passer des heures et des heures ou non. C'est clair. Donc franchement, je suis hyper hypé. N'hésitez pas à nous dire lequel des deux jeux vous hype le plus, même si c'est difficilement tellement comparable. Différent. Franchement, là, c'est tellement différent. Je pense qu'on a déjà bien parlé. Le point a été assez complet. Bien entendu, on n'a pas parlé de tout. Mais si tu devais faire un bilan quantitatif, qualitatif de cette année 2025, Elliot, qu'est-ce que tu dirais? Qu'est-ce que tu retiendrais? Globalement, je dirais que c'est une année inquiétante et paradoxale. Parce que je trouve que les contenus de cette année, les deux séries live action, à mon sens, ont été excellentes et très bonnes. Et que malheureusement, on l'a vu, et c'est quand même le nerf de la guerre, c'est l'argent et les audiences. Et malheureusement, c'est pas au rendez-vous. Donc en fait, j'ai mal à ma saga. j'ai mal à mon Star Wars. Voilà, j'ai mal à mon Star Wars parce que je trouve que cette année a quand même été qualitative, même si c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de programmes importants, on va dire. Bien sûr, on n'a pas eu de film. On a eu deux séries live action et on a eu un arc très sympa sur Tales of the Underworld. On n'a pas eu de jeux vidéo.
On n'a pas eu de jeux vidéo, donc c'était une année assez pauvre. Mais là, est-ce que 2025, 2026 sont des années de transition ou en tout cas c'est des années charnières? Et bon, voilà, j'ai trouvé que c'était une bonne année, même si elle avait été maigrichonne en termes de contenu. Ouais. Mais les contenus qui sont sortis, moi, je les ai trouvés très très bons. Donc, je suis quand même content de cette année 2025. D'un point de vue donc qualitatif, t'as... Oui. Ouais. Et toi, Oui. qu'en penses-tu? Non, mais je suis un petit peu sur la même position que toi, bien sûr. Je pense qu'effectivement, en termes de qualité, de toute façon, tu peux pas passer à côté d'Andor, qui est le projet Star Wars le plus qualitatif. Oui, tu l'as dit, effectivement, Skeleton Crew, on avait vraiment bien démarré l'année, mais l'état de la saga, en l'état actuel des choses, malheureusement, et de la licence qu'on aime très fort, La saga est malade. Oui. Cette fin d'année est un peu morose, très sincèrement, quand on fait le bilan et quand on regarde un petit peu les audiences. Alors on l'aime toujours autant, cette saga, elle peut nous offrir des choses absolument magnifiques comme on a vécu cette année, donc faut pas désespérer. L'espoir est la base de toute rébellion, mais effectivement, faut pas qu'on soit aveugle non plus. Faut qu'on constate que malheureusement, cette licence qu'on aime est en perte de vitesse. Alors, les raisons, on pourra tous essayer de les trouver, et puis c'est ce qu'on va essayer nous de décortiquer. Ça va être peut-être aussi un petit peu notre job de nous remettre en question. En termes de quantité, c'était pas fou, c'est sûr. Pas de film, comme tu l'as dit. La place de Star Wars, c'est au cinéma quand même. Je pense que cette année 2025 a été vraiment très importante et décisive avec l'année 2024 sur la stratégie de Lucasfilm, qui va abandonner très clairement des gros projets sur Disney+ pour repasser sur grand écran. En tout cas, ça va être là l'optique de ces 2 prochaines années minimum, voire 3 prochaines années. On verra si ça peut rechanger peut-être après, ou équilibrer peut-être. Mais en tout cas, on va être beaucoup plus au cinéma que sur Disney+. Si tout va bien, on aura 3 films en 2 ans. C'est ça. On verra bien, mais s'il n'y a pas de surprise. Un bilan, on va résumer ça comme ça, assez bon qualitativement, mais quantitativement, pas très fourni. Et assez inquiétante quand on voit l'état de la saga à la fin de l'année, en termes d'audience, en termes de renommée, etc., etc. Pour amener un petit peu d'espoir quand même, on va maintenant se projeter vers 2026 et vers d'autres contenus Star Wars. Passage en vitesse lumière. Il sort quand, Mando Grogu Alors, sauf erreur, aux alentours de la mi-année 2026. De toute façon, on va se pencher sur 2026 et sur ce qui arrive, bien entendu. Et puis, si je devais faire un petit bilan de la chaîne aussi, parce que merci à tous ceux qui m'ont suivi pendant Andor et qui, je pense, avaient envie de continuer à me suivre après. Mais malheureusement, il y a des années comme ça où c'est un petit peu compliqué. Et puis, mine de rien, le manque de contenu. Moins de contenu égale aussi moins de... Oui, voilà. Mais après, j'avais beaucoup d'idées, j'avais plein d'idées que du coup, je vais reporter. Là-dedans. Il y a beaucoup d'idées. Mais toi, t'es au courant de beaucoup de choses. Vous ne voyez pas tout, mais ça se creuse les méninges. J'ai plein d'idées, mais il faut avoir le temps de les réaliser et de les mettre en application. Donc, je vais essayer, là, dès le début de 2026, dès les premiers jours de 2026, d'écrire et de ressortir quelques vidéos et des nouveaux formats, des formats un peu plus courts, des formats un peu plus longs. Ça va être l'objectif que je vais me fixer sur 2026 et je voulais vous remercier, tous ceux qui se sont abonnés à la chaîne sur 2025 et tous ceux qui nous découvrent avec cette vidéo. N'hésitez pas, abonnez-vous, likez la vidéo, bien entendu, ça lui permet d'être diffusé un petit peu plus largement. Merci d'être restés jusqu'au bout, les amis, pour ceux qui sont restés au bout de cette très longue vidéo. Il ne reste plus qu'à nous dire que la force soit avec vous, bien entendu. Tu me l'as volé. Mince, okay. Vas-y, je te laisse le dire. Non. Si. La force soit avec vous, les amis. Merci encore et on se retrouve très vite sur la chaîne. Ainsi avons-nous parlé. Ciao. J'ai besoin que quelqu'un me dise où est ma place dans tout ça.